Salut Florent, Salut Jean-Marc. ça va? Ça va et toi? Ça fait longtemps? Oh, ça fait tellement longtemps, mais au moins on se revoit, c'est comme si c'était hier. Ouais, oui, ça fait 1 an qu'on n'a pas croisé d'autres artistes presque, Ouais, en tout cas dans un contexte professionnel, ça c'était long, c'était long et c'est c'était passé. et c'est passé. Bizarrement, c'est passé. Ouais. Ouais, je me disais, je me posais des questions sur la reprise, Mm. sur comment ça va être à la reprise. Est-ce que on va devoir changer notre façon de faire aussi peut-être, ou notre façon de voir le spectacle vivant? Parce qu'on a été mis à mal, hein, par les services de streaming, Très. par tout ça. Alors ils ont essayé, hein, ils ont essayé de mettre du théâtre en ligne, mais il y a eu plus des articles écrits dessus que vraiment des gens qui ont vu, Mm. quoi, parce que c'est très très euh, discret quand même. Ouais. Mais en même temps, je sais pas, nous en tant que professionnels, entre guillemets, voir un spectacle de théâtre en ligne ou en vidéo, c'est pas pareil, hein. Oui, c'est pas plus mal que ça ait pas trop marché finalement, le Ouais. théâtre en streaming. Non, mais c'est vrai, ça aurait été Mm. inquiétant que ça marche bien Mm. et que les gens ne veulent plus que ça. Mais bon, si ça peut donner aux gens d'y aller ensuite, Mm. c'est le bon point, quoi. Je pense qu'il y a eu de ça aussi dans les gens qui ont pu voir des spectacles de l'opéra gratos sur le site. Peut-être qu'après, ça va te donner envie de sortir, d'aller voir les spectacles en vrai. Enfin, moi, j'essaie d'avoir bon espoir par rapport à ça. Et même par toutes les plateformes, je pense que... Parce que bon, le milieu du spectacle, moi, je trouve, était déjà fragile avant. Mhm. C'était Ouais. pas le bonheur sans Non. arrêt, hein, avant. Quand on faisait du théâtre, quand on faisait des pièces, on voyait bien pour faire venir les gens, remplir une salle. C'était pas de tourpeau, quoi. Il suffisait pas juste de dire on joue et voilà. Donc les gens, moi je trouve, avaient déjà tendance à beaucoup rester chez eux Mhm. avant, avec toutes les plateformes qui existent Mhm. pour regarder des films et dans leur soirée. Donc moi je me suis dit, dans un premier temps en tout cas, le fait que tout le monde soit obligé de rester chez soi et n'ait pas d'autre alternative possible, Mhm. peut-être quand la vie redeviendra normale, ça va leur donner envie de plus bouger et d'aller voir plus de trucs en vrai, de sortir, plutôt que de rester chez eux le plus clair de leur temps, y compris les week-ends. Voilà, à force d'être obligé de rester, peut-être qu'on aura envie de sortir. C'est ce que j'essaie de me dire et Oui, d'avoir comme espoir. j'ai senti ça un petit peu en discutant un petit peu avec les gens autour de moi, qu'il y avait une vraie envie de. Bon, déjà, on l'a vu avec les terrasses, hein, mais dès qu'ils ont Oui, ouvert, voilà, tout le monde s'est rushé dessus. Et puis, bon, bah, normal, moi aussi, hein, j'avais envie. Bon, il Mm. pleuvait. Mais bon, Oui. dommage. Et malgré ça, il y a quand Non, il même y des avait du gens. monde, bien sûr, il y avait cette envie. Et puis, même des histoires d'incendie ou de foules qui deviennent violentes. Bah, même si, même si c'est pas génial que ce soit passé, c'est quelque part, pour moi, c'est normal, je suis même pas surpris. Mm. Bon, il se passera pas ça dans les théâtres, hein, je pense pas qu'on va avoir Je sais pas. Tu penses qu'on va avoir des émeutes? Je sais pas, je sais Ouais. qu'il y a des gens dans les expos, il y a des théâtres qui ont rouvert, j'ai pas trop de retour de comment ça se passe. En même temps, tu es sur des jauges à 30%, donc c'est compliqué. Mais les cinémas accueillent des gens. Moi, je suis allé au cinéma juste pour l'instant. Voilà, il n'y avait pas personne, hein. Mhm. Mais bon, on verra. C'est vrai que c'est encore un peu tôt. Il y a tout qui rouvre en même temps. On est sur une météo pas ouf. Enfin, je pense qu'il faut le temps, mais c'est vrai que c'est plutôt positif. Moi, je trouve cette réouverture que les gens veulent y aller. Mhm. C'est surtout, tu disais, là, c'est vrai qu'avant, non, c'était très difficile d'amener les gens au théâtre, mais à Paris particulièrement, où il y a Ouais. une concentration. Enfin, il y a rien, je crois qu'il n'y a rien d'autre dans le pays où il y a il y a plus de théâtre dans Paris que quasiment dans toute la France. Oui, de C'est faux. spectacles en général, hein. Je Ouais, crois ouais. qu'on a 800 représentations chaque soir Ouais. sur Paris et la banlieue. À l'époque, ouais, c'était. Ouais, Et donc, le choix est. Enfin, c'est comme Netflix, hein. Tu vas, voilà. tu ne peux pas y aller et chercher ce que tu veux voir. Tu dois y aller en sachant ce que tu veux voir parce que Mm. c'est trop de choix. C'est ça. Trop de choix. Et puis, bon, il faut séparer aussi le bon grain du mauvais dans le Ouais, spectacle. puis c'est vrai que des spectacles s'installent longtemps. C'est le fonctionnement des théâtres municipaux en région est différent parce que les spectacles viennent 2, 3 jours et ne reviennent pas ensuite. Donc il y a un côté inédit, Mm. occasion à saisir. C'est vrai qu'à Paris, tu as beaucoup de théâtres où les trucs s'installent. Dans les théâtres privés, par Mhm. exemple, ça reste toute la saison, toute la semaine. Ou même dans le fonctionnement public, on est sur des choses qui reviendront la saison d'après. Donc il y aura toujours, moi, on se dit qu'il y aura toujours moyen de le voir un jour ou l'autre. Et Mm.
bon bah voilà, au final on passe à côté quoi. Mais c'est justement le fonctionnement des théâtres municipaux, c'est justement la question que ce confinement a posée au niveau de la place de l'artiste dans nos sociétés modernes. Quelle place a l'artiste? Mm. Est-ce qu'il a une place de divertissement uniquement ou est-ce que il a une place monétaire, économique ou une place même de faire progresser la société? Je pense que l'impact économique de l'art et de la créativité, plus généralement, est très mal euh, jugé dans nos sociétés modernes. Parce que j'écoutais un psychologue canadien euh, qui faisait une conférence sur la créativité à Toronto et il Mm. disait, qu'il faisait la comparaison entre l'Europe et l'Amérique du Nord, juste au niveau architectural déjà. Mm. Il dit, quand on va en Europe, tout est beau. Les villages médiévaux, c'est magnifique. Paris, c'est un joyau. Rome, c'est un joyau. Tout ça. Et il finit, alors, c'est une conférence scientifique, hein, il finit. Et le Canada, c'est moche comme un cul. et, Ouais, et- mais ça s'est pas construit de la même façon aussi. oui, 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 C'est un héritage qui est. mais ils ont les moyens de le faire. Ouais. Ils ont les moyens, ils ont l'argent de le faire. Ils ont l'argent d'embellir leur ville, ils ont l'argent d'embellir leurs rues, d'embellir leurs bâtiments. Et ça commence à venir, hein, plus aux États-Unis qu'au Canada, par exemple, mais ça commence à venir. Parce que oui, c'est des pays jeunes, mais ils commencent à avoir 200, 300 ans, 400, 300 Ouais, mais ans, je là, pense qu'il ces faut le pays-là. temps aussi que Mm. ces trucs deviennent des témoignages de l'histoire et s'inscrivent dans le patrimoine. Nous, on a par exemple quand on voit les maisons d'architecture médiévale à Paris, dans le Mhm. Marais, Mm. bon, c'est magnifique. On s'y croirait. Enfin, ça raconte plein de choses. Mais si on se remet à l'époque où ça vivait, c'était dégueulasse. Oui. On faisait pas du tout attention. Donc voilà, là, on a pris soin de restaurer tout ça, Mm. d'en faire un peu des pièces de musée. Donc le Canada, bon, on verra. Puis je sais pas, c'est la manière dont ça se décentralise aussi. Aujourd'hui, quelqu'un habite dans le Marais, il est riche. Oui. L'époque du Moyen Âge, c'était tous les pauvres, les clochebottes, tout Oui, bon, ça. après, il y a Haussmann à Paris qui Voilà, donne un oui, caractère plus tard, spécial ouais. à ça. Ouais. Mais ce que je voulais dire par là, c'est cette créativité-là, économiquement, comment Parce qu'elle a un impact économique, elle a un Mm. impact économique important. Déjà, les gens veulent vivre dans ces villes-là parce que c'est beau. Mm. Donc, création d'entreprises, création de richesses. euh, et ensuite, bon, ça c'est pour l'architecture, c'est un peu plus simple, mais comment on peut définir, tu vois, l'impact économique d'une créativité comme la créativité littéraire ou la créativité théâtrale ou cinématographique. Cinématographique, c'est plutôt simple parce que par exemple Hollywood et Disney en particulier sont genre, les entreprises les plus rentables au monde. Mm. Et pourtant c'est de l'art. Ouais, Mais nous on n'y arrive pas à faire ça. bah ouais. C'est c'est space, mais bon, je pense que c'est plus. C'est pas le même appât du gain, c'est pas les mêmes influences. Puis t'as tellement de trucs, je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se fait sur Internet et qui est dématérialisé, c'est quand même moins concret, les Mhm. recettes et l'économie de tout ça. Mhm. On comprend pas, il y a toujours ces débats par rapport aux impôts, aux trucs, enfin. Mhm. Donc je pense que ça joue aussi un peu, que les gens, on se tourne beaucoup vers ces méthodes simples pour avoir accès à la culture Mhm. et qui sont beaucoup moins concrètes sur les retombées économiques. Mais même l'exemple de la musique est très simple. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, tu veux écouter une musique, tu l'écoutes en streaming, tu l'écoutes sur YouTube, tu l'écoutes, elle est accès et tu payes rien. On n'est plus au bon vieux temps où on achète le CD. Mhm. Il y avait une retombée économique concrète là-dessus, Mhm. Ouais, oui, bah, entre autres. après quand tu payes au streaming, l'argent revient quelque part, tu vois. Ouais, ouais, Et c'est il vrai que ça s'envole pas en repart, mais l'air. c'est différent. Donc je sais pas. Après, je sais pas si tu veux dire aussi par rapport au théâtre l'impact économique, mais bon, c'est flou. Bah, c'est ça, c'est pas que le problème, c'est pas juste les retombées d'argent des recettes, quoi, de la billetterie qu'il faudrait juger, je pense, hein, mais euh, est-ce que cette créativité-là inspire d'autres créativités à côté ou fait avancer la frontière enfin, la vraie place de l'artiste, pour moi, hein, c'est d'être à la frontière entre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas Mm. et d'aller chercher là-dedans.
Et ben, ce qu'on ne sait pas après, voilà, c'est le chaos, hein, et c'est très facile de tomber dedans. C'est ça. On a nos poètes maudits comme bel exemple de ça. Voilà. Et ils ont fait avancer ce qu'on connaissait, hein. Ils ont fait avancer la limite Ouais, mais à quel moment ils ont fait avancer ça? De leur vivant, c'était pas terrible. de Je leur, pense qu'il a fallu de leur attendre. vivant, non, mais ils sont. C'est que les artistes arrivent avant les philosophes. Ouais. Et par exemple, pour moi, Baudelaire, Verlaine et Rimbaud, ils arrivent avant Freud. Tu vois? Mm. Ils arrivent avant la découverte Psychanalyse. de la psychanalyse, enfin la découverte, c'est la découverte de l'inconscient et de la dépression euh, et tout ça, ce qu'on appelait mélancolie avant. Oui, totalement. Donc Ouais. ils sont à l'avant-garde un petit peu, mais Mm. donc ouais, je t'ai écouté sur un autre podcast où tu disais on est des marginaux, Oui. mais par essence, je pense. Je sais pas si c'est par essence. Moi, je trouve qu'on est des marginaux. Je l'entends au sens de la société telle Mhm. qu'elle est construite et justement de l'économie et de à quoi est-ce qu'on sert dans le monde tel qu'il est réglé aujourd'hui dans cette société française occidentale. Voilà. Il y a le fait, moi je parlais de ça en réagissant à l'étiquette non essentielle qu'on nous a Oui, collée. c'est ce que j'allais parler de Voilà, ça après. le truc a foutu quand même un sacré coup dans la gueule. Mm. Mais oui, mais je pense qu'on a conscience de cette marginalité-là Mhm. au sens de la société, pourquoi pas, mais est-ce que c'est pour ça qu'on a envie de faire ce qu'on fait comme art, ou est-ce que c'est pour les gens? Mm. C'est différent. Je- Voilà, donc Je pense que les artistes le font pour le public. ouais, Ouais, bah c'est plus intéressant en tout cas qu'il y ait des retombées à ce niveau-là. Que tu d'accord. penses pouvoir vraiment servir à quelque chose si les gens ont eu une ouverture d'esprit et envie de découvrir des choses D'accord. parce qu'on leur a transmis. Mais c'est vrai ce que les questions que tu poses, moi je les mets un peu en parallèle avec une autre problématique des artistes, mais même du spectacle vivant, puisque c'est de ça qu'on parlait. C'est une histoire d'accessibilité et de réputation, d'image un peu que peut avoir le spectacle vivant et plus particulièrement le théâtre. Parce que je pense, toi et moi aussi, en plus, je pense Mhm. qu'on n'est pas spécialement nés là-dedans, dans des familles de Non. théâtreux, Non. voilà. Et moi, en faisant ça, il y a beaucoup de personnes de mon entourage qui, pour la première fois, découvraient ce que c'était qu'une pièce de théâtre. Et on avait une image un peu vieillotte où on Ouais, pensait ouais. qu'on allait tous gueuler comme ça, enfin, parler fort et faire des gestes, tout ça, et qui viennent voir et qui se disent, mais c'est pas du tout ce que je croyais, j'ai pas Mm. trouvé ça chiant, enfin il y a plein de choses superbes, on se divertit, en même temps selon de quoi ça parle, il y a des retours qui se font, et donc ça c'est formidable, donc on se dit, je pense que tout le monde passerait de bons moments au spectacle vivant, Ouais. mais il faut savoir les amener, il faut savoir créer le goût par rapport à ça, Ouais. et c'est ça la mission qu'on a, nous je pense aussi, au-delà du fond, il y a le fait de ramener les gens à nous et de s'offrir une autre image que peut avoir le théâtre. Ouais. C'est très rigolo la réaction des parents ou des proches qui s'y connaissent pas quand Voilà. tu commences. Je sais pas, je pense que tu as eu t'as des anecdotes aussi là-dessus, mais je me souviens, ma mère, dans un élan elle veut aider, hein, vraiment. Quand je faisais c'est une de mes premières pièces de théâtre quand j'avais 16-17 ans, je crois. Un peu pas professionnalisante, on va dire. Ouais. Là, on commence à aller au bout du sujet. Euh, Elle me dit, ah, je vais faire ton affiche. Ma mère est architecte, donc je pense qu'elle peut dessiner, tu vois. Enfin, Mm. je l'ai déjà vu dessiner quand elle était jeune, elle peignait. Et elle me dit, je vais te faire ton affiche et tout. Je fais, ouais, ok, maman, fais-moi mon affiche. Et 3 jours après, je me retrouve avec une affiche avec 2 gros rideaux rouges en satin, Oui, bah oui. avec les 2 masques tragédie-comédie en blanc, avec le titre en Comic Sans. Oui, voilà, bah on veut toujours. On doit vivre avec. Je sais pas si c'est un mal, mais il y a ça. Il y a aussi le fait quand tu rencontres des gens, parce que moi, ça m'arrive de rencontrer des gens, surtout ces derniers mois, cette dernière Mhm. année, qui sont pas du tout là-dedans Mhm. et qui tout de suite, ils te connaissent pas. Enfin, ils apprennent à te connaître et t'es identifié à ça. Mhm. Tu vois, j'en parlais dans l'autre podcast auquel tu Mhm. pensais aussi. Mhm. Tu es sans arrêt identifié à ça. Tu vois, tu fais du théâtre, donc on te L'artiste de la voit comme famille, ouais. quelqu'un Ouais. qui est toujours grandiloquent, toujours en représentation, etc. Ouais. Voilà, donc évidemment que tu es toujours. Mais c'est pas mal intentionné, évidemment, même si au bout d'un moment ça saoule. Mais donc il y a de ça. Donc après, bon, ça, c'est des choses avec lesquelles on doit vivre. Mais ouais, je sais pas d'où vient, c'est à quel moment il faut transmettre une autre image du théâtre et de se dire que voilà, c'est un loisir et c'est un divertissement qu'on peut aller voir, qui peut apprendre beaucoup et qui Mm. n'est pas
un témoignage des siècles passés qu'on s'amuse à faire perdurer. Mm. C'est Ouais. encore, il y a encore beaucoup de choses à faire au théâtre, quelle que soit l'époque, Mm. malgré la technologie, malgré toutes les avancées qu'on peut avoir. Il y a plein de belles choses à faire et à découvrir sur les scènes. Et c'est authentique, ça reste authentique. Alors, c'est vrai que. Alors, paradoxalement, acteur de théâtre, metteur en scène et tout, et je bitch sur le théâtre beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm. Euh, pour, euh, pour une raison que. Bon, ça vient de la fac de théâtre aussi. Ça vient de cette espèce d'élitisme qu'il y a dans les facs de théâtre à Paris. Cette, euh, cette pensée très clivante et qui va faire du théâtre pour faire de la recherche plus que pour faire de la représentation. Donc c'est le théâtre expérimental, ce que le commun appelle, enfin les gens le commun, les gens hors du théâtre appellent le théâtre contemporain, au théâtre contemporain comme ils aiment bien l'appeler. Ma copine aime bien se Pourquoi pas, foutre de ma gueule là-dessus. Et je sais pas, alors je sais que voilà, ce que j'ai dit, c'est que le théâtre, les acteurs, les artistes cherchent, sont à la frontière, mais je sais pas à quel point ce théâtre-là nous a mis un peu dans le mal au niveau de l'image de ce qu'on fait. Oh, ouais, c'est. J'ai l'impression qu'il y a deux parties avec ça. Enfin, il y a c'est comme quand tu joues d'ailleurs et que tu veux essayer d'être réceptif aux critiques. Mhm, Tu sais, alors il y a les gens du milieu qui font comme toi et mhm, il y a ceux qui n'en sont pas. mhm, Donc mhm, voilà, à toi de choisir qui tu veux écouter ou mhm. le plus écouter. C'est bien d'écouter les deux évidemment, mais et le théâtre contemporain là-dessus, bon bah j'ai l'impression que c'est quand même un truc pour les gens du milieu, milieu ouais, quoi. ouais. C'est enfin qui vont voir ça ou ouais pour se mettre dans une mouvance un peu bobo d'aller voir du théâtre contemporain. Bon après moi c'est un délire, hein. Moi je suis pas, enfin il y a des bonnes choses que tu peux voir là-dedans et des choses qui sont faites. C'est un parti pris, tu vois, puisqu'on parlait un peu du rôle que peut avoir l'art. C'est un parti pris que j'entends beaucoup, surtout quand on est un peu jeune, de penser que l'art est fait pour provoquer, pour choquer. Ouais, non, pas Donc il y a de forcément. ça des fois. Non, non, mais dans le contemporain, je pense qu'on Pardon. mise parfois un peu sur ce parti de vouloir choquer, de vouloir déranger. Donc, Mm, parce que, oui. voilà, dans le contemporain, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la nudité, il y a du trash, de la violence. Et il y a des fois ce parti pris de vouloir mettre le spectateur mal à l'aise. Bon, voilà, c'est des trucs qui se font. Ouais, mais ça doit être fait avec un vrai propos derrière. Oui, Ouais, c'est. mais que des fois, quand bien même tu as un vrai propos, ça ne sert pas forcément d'aller jusque Oui, dans le oui, oui. Non, contemporain. mais quand je veux dire vrai propos, c'est Mais ouais, non, mais je vois ce que tu veux. Mais il y quelque a de chose de quoi. subtil aussi, Il y tu a de vois. quoi bitcher sur le théâtre, hein, de toute Mm, façon. ouais. Moi aussi, je bitch sur le théâtre, mais moi, c'est mon milieu. Mm, Enfin, c'est notre milieu à tous les mm, deux. On le connaît, on l'explore depuis une bonne grosse dizaine d'années maintenant. ouais. Donc, on peut dire qu'on est légitime, enfin, qu'on peut se permettre de bitcher sur le milieu parce qu'on le connaît et de dire on aime, on n'aime pas. Après, moi, je vais pas me battre pour Mm. que certaines formes que je n'aime pas s'interdisent. Mais non, de toute façon, il Non, n'est pas pas du question tout. d'interdire. Après, voilà. Non, Moi, c'est je vais cracher dessus. je me Oui, pose je me forcément. pose la question. C'est juste, je me demande à quel point, parce que voilà, c'est l'histoire. Quand tu dis, pour revenir au non essentiel, Mm. et on met le S après le non, non, on met pas le Non. S. Voilà. Le non essentiel, euh, euh, c'est, ça dépend de quel point de vue on parle aussi. Est-ce que, par exemple, l'État à l'époque non essentiel, pourquoi? Pour l'économie, peut-être. Ouais. Peut-être qu'on n'est pas vraiment essentiel pour que le pays reste à flot économiquement. C'est possible. Alors que bon, bah, les télés et les cinémas, ils avaient le droit encore de faire, mais ils sont en petit comité la plupart du temps. Mais non essentiel, peut-être qu'il y a aussi une divergence entre les artistes et le gouvernement ou l'État. Il y a une divergence de quel angle on prend quand on dit non essentiel, quel point de vue. Euh, Ouais, mais c'est Effectivement, ça ça fait mal à l'ego, hein, c'est C'est sûr. ça qui n'a pas été fait en fait. Oui. Évidemment que moi je le comprends, le non essentiel, je comprends Mm. ce qu'ils veulent dire. Et je comprends même, moi j'étais pas dans un esprit si rebelle que ça finalement, Mm. parce que je ne me voyais pas demander à des gens de venir au théâtre avec les chiffres qu'on avait, avec l'état de Ouais, la à l'époque, situation. ouais. C'est clair, mais c'est la manière de dire, et je comprends pas parce que, comme je disais, j'ai écrit un peu là-dessus, Ouais. c'est que les cabinets ministériels, tout ça, ils ont des gens qui sont payés pour ça, pour trouver les bons mots, tu sais, D'accord, les ouais. éléments de langage. Et à quel moment ils se sont pas dit que ça allait heurter? Parce que c'est pas ce qu'on demande quand on est
un peu la tête dans le cul depuis 6 mois, donc à l'époque, parce que ça Mm. date d'octobre, un peu ce terme non essentiel, Mhm. que ça, on a cru revenir, puis finalement on n'est pas revenu, tout ça, on est un peu dépité. Et on demande, peut-être un peu naïvement, mais quand on a les discours de nos représentants, à être peut-être un peu rassurés, enfin à pas être mis de côté. Et on te sort cette étiquette non essentielle. Mm. Évidemment que ça colle pas. Donc, bien sûr, ça veut dire il faut relativiser tout ça, mais ils ne le font pas. Et du coup, tu sens un mépris de la part de ça. Et Ouais, tu mais. peux pas dire ça. Mm. Enfin, moi, je pense que c'est une grosse faute. C'est peut-être que de la com, Mm. c'est que de la mise en forme, mais c'est une faute énorme d'avoir utilisé ce terme, de l'avoir revendiqué comme ça, sans y avoir Mm. réfléchi. Alors que ils ont des gens qui, du matin au soir, travaillent là-dessus, à pouvoir bien formuler les choses. Chacun qui va écouter ce discours fait son interprétation derrière. Et quand on te dit tous les trucs non essentiels, bah restez chez vous, tu te dis, ah ok, en fait on sert à rien. Enfin, c'est évidemment que tu exagères, mais c'est Ouais, ça que peut-être tu qu'il te prends. s'adressait pas à nous aussi, c'est ça le truc. Peut-être qu'il s'adressait à la majorité du peuple français, qui sont pas artistes. Ouais, mais enfin c'est nous qui faisons le travail. Mm. Nous on nous demande de pas travailler, on nous dit que notre travail ne sert à rien. Mm. C'est Oui, ça qu'on entend. oui, oui, mais c'est ça, mais c'est en stratégie de communication politique, le plus grand nombre s'en tape un peu, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ils sont pas dans le milieu, ils s'en foutent, c'est pas leur problème. Mm. Ouais, donc si c'est une stratégie politique, bah, ils ont un peu mis les artistes de côté en disant bon bah on va essayer de plaire au plus grand nombre aussi. Tu vois? Oui, Mm. mais après il y a les gens qui vont voir ça aussi, il n'y a pas que ceux qui travaillent. Ouais, je sais. Quand ils décident de fermer les magasins aussi en disant que c'est non essentiel, et en décrétant que certains vont être plus essentiels que d'autres, on peut continuer à aller acheter, à aller gratter ses jeux, Mm. et on peut pas aller acheter un CD. Voilà, l'essentiel, il est bizarre quand même. On peut continuer à aller acheter des clopes. C'est pourtant bon, Ah moi je bah suis fumeur, hein, voilà, j'étais content de pouvoir aller acheter mes oui clopes, oui. mais c'est pas essentiel à la vie, c'est même le contraire Ah bah apparemment hein, de ce qu'on sait. peut-être que Mais peut-être que t'aurais eu plus de meurtres si les gens n'avaient pas pu fumer leur clope. bah voilà. Ça, Non mais c'est vrai, donc on peut continuer d'aller acheter ses clopes, on peut continuer de se ruiner au jeu à gratter, on peut continuer d'aller acheter du pinard aussi, et voilà. Mais d'ailleurs, on voit bien qu'ils se sont plantés là-dedans, parce qu'après ils ont décidé que finalement les librairies resteraient ouvertes, mais pas les magasins de fringues, enfin Mm. voilà, c'est complètement brouillon. Donc, après bien sûr qu'on peut passer au-dessus si on veut être cool et se dire, voilà, c'est une situation sans précédent, qu'est-ce qu'on aurait fait nous, mieux, non, peut-être pas. Non mais ça n'empêche D'accord, pas de poser mais... des questions, c'est ça. Ah bah oui, Oui oui, oui. ça, Parce on que a que ça à faire, par hein, de toute exemple façon. juridiquement, je pense qu'il y a tellement de choses qui sont passées outre de la législation, Ouais. des ordres exécutifs qui constitutionnellement seraient quasiment pas passés, mais on a tout laissé passer sous prétexte de l'état d'urgence. Alors oui, il y a un état d'urgence, hein, je veux pas minimiser le truc, mais eux-mêmes l'ont soit minimisé, soit maximisé, et jamais... Enfin, aux infos, bon, c'est peut-être plus la faute des médias, mais aux infos, tout ce qu'on entend, c'est la pire version des choses. Toujours. Mm. Toujours. Mettez le masque dehors. Pourquoi? Pourquoi? ça a Pour été, rien, bah ça a oui. été prouvé et reprouvé que le virus meurt sous les rayons UV, que l'air, que la densité de l'air et que la dilution de l'air, pardon, faisait que c'était très improbable de se faire infecter dehors dans la rue. Alors sauf si t'es agglutiné, bien sûr, mais nous, tout Oui, ce et le qu'on a, couvre-feu à 18h, voilà, tout couvre-feu à ça. 18 h qui est idiot. Et tout ce que je vois, moi, dehors, c'est des gens qui ont le masque. Et je pense pas qu'ils aient peur de se faire infecter. J'ai peur Dans de. la rue, non? Dans la rue, j'ai peur. Je pense qu'ils ont peur de se faire mal voir. Oui, Parce de que se moi, prendre je une l'ai vu. Moi, amende, je ouais. porte pas de masque quand je marche dans la rue. Alors, quand je rentre dans un magasin, oui, bien sûr, je vais mettre le masque. Mais quand je marche dans la rue, que je vais jusqu'à ma voiture ou que je vais chez mes parents à côté, euh, je porte pas de masque et je vois le regard des gens. On est dans une petite ville ici. On est dans une petite ville, c'est vrai qu'on est dans une petite ville et bon, c'est un moyenne classe haute, on va dire. Ouais. Non, mais en plus, Ouais. c'est que le masque, moi je trouvais qu'il était limite plus dangereux dans la rue parce que les gens oublient qu'ils en ont un, ils le portent mal. Oui, en C'est plus, ça le oui. problème, En quoi. plus, C'est c'est tu ça. vois des gens, ils baissent le masque, ils se frottent le nez, ils le Hmm. retouchent, enfin bon voilà. Donc s'ils ont des bactéries, ils se les prennent encore plus. Donc oui, il y a en plus ce débat de le masque.
fait qu'on le porte encore d'une moins bonne façon à force de le porter tout le temps dans la rue. Alors que Mm. au moins, quand on devait le porter que en intérieur, on prenait ses précautions, on se lavait les mains avant, on prenait le masque, du coup, Mm. avec ses mains propres, on le mettait Mm. et on n'y touchait plus. Là, on passe son temps à le baisser, à le remettre. Ouais, quand ça devient régulier, c'est une habitude, c'est Donc une habitude il plus est que. mal Ouais. porté, Oui. clairement, quoi. Mais ça me fait Mais penser. c'est de la stratégie, ça aussi, Mm. parce que s'il nous disait oui, on reconnaît que ça sert à rien et vous pouvez ne pas le porter, les gens penseraient à un relâchement, et Mm. du coup, c'est tout ce qu'il y a à côté qui ferait que. Moi, tu sais, j'ai toujours pas digéré un peu que l'année dernière, on nous ait pris pour des cons en disant portez pas de masque, ça sert à rien, Ouais, mais vous personne. savez pas le porter. Mais c'est vrai ce qu'il disait en plus, il y a une manière de porter le masque, Mm. justement. Et puis après, 3 mois plus tard, il est C'est obligatoire. obligatoire. Non, non, mais ils ont perdu la confiance, et dans le monde entier, hein. Dans le monde entier, ils ont perdu la confiance. L'OMS, ils ont perdu la confiance en l'OMS et dans tous les États qui ont suivi ça, en disant non, non, les portez pas. Mm. Disez-nous, on n'en a pas assez, c'est essentiel, mais laissez-les au personnel soignant. Mais non, ils nous prennent pour des enfants. Voilà. Mais En disant ça sert à rien. dans les n'en pays portez occidentaux, pas. on a beaucoup c'est mon avis, hein, mais je pense que les gouvernements ont tendance à infantiliser le public, surtout dans les pays où il y a des programmes sociaux importants, parce que si tu veux que les programmes sociaux coûtent pas très cher, tu as besoin que le, 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 le public agisse d'une certaine façon aussi. Donc oui, personne ne l'a digéré ça. Mais ça me fait penser, il y avait euh, cet argument que les professionnels du spectacle vivant disaient, c'est on va pas plus se retrouver infecté dans une salle de théâtre que au supermarché. Bah, évidemment, mais même nulle part ailleurs. C'est quand t'entends, je pense qu'on connaît, toi et moi, des gens qui ont eu la Covid dans Ah, notre entourage. deux fois moi. Ah ouais? Ouais, deux fois. Tu sais comment tu l'as attrapé? Ouais, un parent d'élève. Voilà, non mais c'est quand t'entends ça, c'est quelqu'un me l'a refilé à une soirée ou dans le truc ou au travail. J'ai jamais entendu, j'ai chopé la Covid parce que je suis allé au Cinoche ou que j'ai essayé un c'était pull chez fermé. Zara, quoi. Non mais même avant que ce Mm. soit fermé. C'est donc évidemment. Mais ce qui se disait, c'était que moi j'ai entendu cet argument qui est pas bête, même si on n'a pas envie de le cautionner, mais qui disait le problème n'est pas dans la salle de spectacle, c'est ce qu'il y a avant et après. Mm. C'est avant, les groupes se retrouvent, sont Mhm. proches, oublient Mhm. les mesures barrières, et après aussi pareil. C'est ça qui pose problème, qui encouragerait, c'est que ça encourage les gens à se retrouver Mm. et qu'on veut que les gens ne se retrouvent pas. Donc, Oui, mais même voilà, dans la mais au salle, final, tu restes 1h30, 2 heures dans la salle, l'air n'est pas forcément bien filtré, il n'y a pas d'air conditionné dans tous les théâtres, tu vois, enfin, Mm. mais, et surtout dans les petits théâtres oui, à Paris. Les petits Ouais, théâtres ouais. à Paris, enfin, on a joué dans beaucoup de petits théâtres, toi et moi, c'est sûr. t'es collé serré, hein. Bah, t'es collé ouais, serré. ouais. Après, non, mais parce que les salles de spectacle prenaient aussi le protocole sanitaire Mm. qui était envisagé et qui, je pense, était, oui, très sécuritaire Ouais, sur le truc. Il n'y a jamais eu de cluster, comme on dit, ouais. avec le protocole sanitaire mis en place. Dans les petits théâtres, je sais pas si ça aurait pu être aussi efficace, mais il n'y a pas de raison parce qu'on regarde tous dans la même direction. Enfin. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur la transmission finalement de ces trucs-là. Oui, Mais il semblerait que la salle de spectacle en soi-même, avec le protocole sanitaire, n'avait pas quelque chose de dangereux. ouais, mais la salle de théâtre, c'est l'endroit où on tousse le plus. C'est vrai Le qu'on tousse, public mais on tousse dans sa main, on reste. Ouais. Puis Mais on doit garder le masque en plus. tu le sais, nombre de gens qui toussent pendant une représentation, c'est extraordinaire. Dès qu'il y a un blanc, Oui, oui, on veut pas qu'il y ait de blanc, quoi. je sais pas pourquoi. Je crois que c'est une gêne du silence. Peut-être, ouais. Ouais, ouais, faudrait faire des études là-dessus. On y Euh, pensera. Donc, la suite. Comment ça va se passer à ton avis? La reprise. La reprise, ouais, techniquement. Moi, au début, je flippais parce que je me disais, la reprise, ça va être d'autres galères. Hum. Tant qu'on a été confiné, interdit, c'était pas vraiment la galère, on attend. Voilà, on attend, on est toujours payé, à rien faire, à attendre, enfin bon voilà, on attend. Bon, mais la reprise, est-ce que ça va pas être le début d'autres galères? Tous les spectacles qui n'ont pas joué, qui voudront rejouer, tous ceux qui devaient se jouer, pas de thunes, je veux dire les producteurs, les subventionnés, C'est peut-être eux qui ont les perdu le plus, salles, les producteurs. bah hein. oui, enfin Ouais. qu'ils ont je sais pas s'ils ont perdu, bah tu sais, bah moi j'ai créé en plus Mm. ma production l'année d'avant, en 2019, j'ai rien perdu.
j'ai rien gagné non plus. Mm. Et c'est ça aussi le problème des producteurs et des salles de spectacle. Certes, ils n'ont rien perdu, ils ont eu les aides pour survivre, mais ils n'ont rien gagné. Mm. Donc pour financer des nouveaux spectacles et des spectacles émergents, de petites troupes émergentes comme moi, comme toi, Mm. c'est ça en fait. Donc est-ce qu'on va miser sur des choses qui sont pas encore des têtes d'affiche, qui sont pas extrêmement reconnues, qui ont tout approuvé, on va dire, alors que il y a un sacré trou dans les finances, quoi. Il y a eu un an et demi, 2 ans presque, avec des revenus, avec très peu de revenus, avec des finances à zéro. Donc c'est ça, moi la reprise m'inquiète un peu à ce niveau-là. Maintenant, bon, il y a des bonnes nouvelles qui se font et j'ose espérer que les gens viennent. Ouais, c'est comme je disais au début, j'ose espérer que finalement, à force d'avoir été condamné à rester chez soi pendant tout ce temps, les gens aient envie de sortir et notamment d'aller au théâtre. Donc là-dessus, j'ai envie d'être optimiste. Maintenant, sur le reste, je sais pas, hein, on sait qu'il y a des gens qui ont déjà abandonné, qui ont baissé le rideau, on va dire, qui ont abandonné leur spectacle, même qui ont abandonné un peu le métier. Je connais quelques exemples, moi, voilà, qui se Mm. sont dit, bon, bah, de toute façon, voilà, c'est plus la peine. Donc, je sais pas, mais ce sera forcément différent, oui, sur Mm. certaines choses. Et en même temps, moi, cette formule de il y aura un avant, un après, elle a tendance à m'énerver. On l'utilise un peu à tout va, chaque fois qu'il y a un Ouais. truc, oh, il y aura un avant, un après, hein. Bon, certes, mais bon, je pense que les habitudes reviennent vite, hein, Ça fait que 2 ans, hein. Ouais, Enfin, oui, ça fait un an, ça fait un an et demi un an et presque, demi, ouais. voilà, mais ouais, quand c'était dans les habitudes, je pense que ça revient vite. On se l'est vu. Moi, je me rappelle même l'année dernière, premier déconfinement. Moi, j'ai repris mon travail dans un théâtre parisien. Bah, le déconfinement le 11 mai, moi j'ai repris le 12. Mm. J'avais peur un peu de retourner au travail, comme si on s'était un peu habitué à cette vie monotone du confinement, d'être seul. Enfin, moi j'ai été confiné seul en plus. Ça me foutait un peu les jetons de repartir comme ça du jour au lendemain Mhm. dans la vie d'avant un peu. Et puis C'était finalement, ouais, premier jour, voilà quoi. c'était une période très bizarre. Bah ouais, très bizarre. Extrêmement Ouais. bizarre. Parce que c'était presque agréable. Bah ouais. C'était. Non, mais Non mais je suis oui, mais sérieux. surtout le premier Le confinement, premier c'était beaucoup confinement. de gens trouvaient ça marrant, hein. On se disait Ouais. c'est une pause et tout, mais on pensait pas que ça durerait longtemps. Mm. Même nous, donc on jouait ensemble hein, à l'époque en On avait plus. dit peut-être qu'on se retrouve en été et tout. Ouais, on s'est Ouais. dit bon bah voilà, on va voir pour le mois de juin, tout ça. C'est bon bah finalement voilà, ce sera en octobre, un an et demi plus tard. Ouais. Donc oui, on pensait pas que ça durait aussi longtemps, donc on se disait oh bah voilà c'est marrant, on se confine, après le virus va partir, On fait des tout ça. zooms, on fait des. Voilà, mais oui, mais c'est pour ça qu'il a bien marché ce premier confinement, c'est que tout le monde a joué le jeu à fond. Ouais. Ouais. Forcément, c'est pas qu'une histoire de restrictions plus sévères ou je ne sais quoi, c'est que les gens ont joué le jeu à fond. Même des trucs qu'on aurait pu faire, on ne les faisait pas. Mm. T'avais un pote dans ton quartier à moins d'1 kilomètre, bon, on peut se faire une promenade, mais non, on le faisait pas. On faisait Ouais. des visios, on se voyait pas, on jouait le jeu à fond. Moi, je me suis confiné tout seul, dans mon 10 mètres carrés, Mm. à l'époque, voilà. Donc ça jouait le jeu à fond. Après, il n'y avait plus envie quand il y a eu le deuxième confinement, Ah non, qui marchait beaucoup moins bien. C'est pas parce que on autorisait encore un peu le travail ou que les mesures n'étaient pas aussi strictes qu'au premier confinement. C'était parce que les gens ne jouaient pas le jeu. Est-ce que tu penses que le spectacle vivant a besoin d'une modernisation au niveau avec les nouvelles technologies? Je pensais au streaming, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que tu penses que ça peut marcher? Parce que je cherche dans ma tête, hein. Je cherche des moyens, mais je n'en trouve pas. Mais est-ce que tu penses qu'on en a besoin ou que c'est possible même? Ouais, c'est possible après, est-ce que c'est une bonne idée? Parce que bon, c'est le streaming, le digital, c'est génial, on s'en sert tous les jours, mais Mm. je pense que parfois tu as un peu envie d'autre chose quand même. Mm. Et quand tu vas au théâtre, c'est ça aussi un des aspects peut-être un peu sympa, même si on va pas au théâtre pour ça et qu'on n'a pas besoin de ça, mais de se couper un peu de tout ça. Mm. Ça fait du bien. Mais qu'est-ce que ça apporte en plus? Au spectacle vivant? Le spectacle vivant, qu'est-ce qu'il apporte en plus que une série, un film euh, pardon, je fais l'avocat du diable, mais j'essaie de voir la légitimité du théâtre dans notre société. Bah non, Qu'est-ce oui, qu'il peut on peut se apporter en dire qu'il n'y en a plus? pas. On peut se dire qu'il n'y en a pas, que l'art ne nous apporte rien, qu'on peut survivre sans, c'est pas vital d'un point de vue scientifique, tout ce qu'on veut. Mais est-ce que c'est ça qui fait une bonne journée, qui fait une belle vie, qui fait qu'on se sent bien dans notre peau? Non, si on doit s'occuper que de ce qu'on a besoin, on s'emmerde. Enfin, on Mhm. reste en forêt avec à chasser et à apprendre que ce qu'on a de vital. Si on a inventé tout ça, c'est pour se réunir, c'est
pour découvrir autre chose. Donc voilà, je sais pas, au théâtre c'est concret. Quand tu entends justement la réaction des gens qui ne sont pas du milieu dont on Mm. parlait et qui viennent et qui trouvent ça cool, il y a aussi ce côté de voir les visages, de voir les gens vraiment, de se mélanger à une ambiance qui est présente. C'est comme au stade. Pourquoi on continue d'aller remplir des stades alors qu'on peut voir le match à la téloche en beaucoup mieux, avec les gros plans, tout ça. Oui. Et pourtant on y va, et il faut aller dans un stade pour comprendre ce que c'est. Ouais. L'ambiance, tout ça, c'est ça qui amène les gens au stade. Des spectacles vivants, il y a de ça et plein d'autres choses aussi par rapport à une ciné, un film où on est tranquille. Ouais. C'est ouais. Moi, j'arguerais que c'est vital, quand même. Mais bien sûr, oui, c'est vital pour nous. Non, pas Mais, pour nous, pas pour nous, pour le fonctionnement d'une bonne société, pour le développement d'une bonne société. Je pense que les hommes préhistoriques n'avaient pas que ça à foutre que de dessiner des peintures rupestres sur les murs de leur caverne. bien Je sûr. pense que s'ils l'ont fait, c'est qu'il y avait une raison Hmm. vitale Putain, je tape dans mon micro. Une raison vitale qui fait que ça fait une cohésion de société, une communauté, et créer un tissu culturel large, c'est vital pour la survie, parce qu'on est des êtres sociaux, on est des êtres Voilà. qui ont besoin les uns des autres. Tout seul, on peut rien faire. Tout seul, on est aussi inutile qu'une fourmi sur un mur d'appartement tout seul. On ne sert à rien. Donc, c'est un tissu, pour moi, c'est un tissu qui connecte. Mais la question que je me pose, c'est, alors peut-être que, voilà, je pense en même temps que je parle, mais la- l'ubérisation des films, des séries, je ne sais pas Mm. si ça peut se dire comme ça, si c'est Oui, oui, oui. clair, mais les services de streaming ont fait maintenant, on expérimente, on consomme la culture tout seul. Mais est-ce que Tout c'est de la seul. culture? Enfin oui, c'est de la culture, Oui, ok, c'est mais la attends. culture. Je veux dire, quand tu lis un bouquin, Oui. que tu vas, même tu te fais un cinoche, enfin ça dépend, mais Mm. tu vas au musée, tu vas au spectacle, tout ça. Tu vas dans l'idée de te cultiver, je pense. Il y a un peu de ça. Même si des fois c'est un prétexte de sortie ou des choses, mais je pense qu'il y a un peu de ça. Tu vas pas dans un truc par hasard. Bon, les services de streaming, je sais pas, c'est plus bon, j'ai rien à foutre, tiens, je vais me regarder un truc, je regarde, c'est en fonction des notes, des trucs, c'est pas. Moi, je trouve que c'est pas trop la même intention Ouais, pour les gens. c'est la question de divertissement culture. C'est oui, C'est c'est le. pas le cas pour tout le monde, évidemment Ouais. qu'il y a plein d'exceptions et que chacun apprivoise ça à sa manière, mais c'est quand même pas la même chose. Mm. Je trouve dans l'intention de se mater des séries en streaming parce qu'on nous en a parlé, puis combien de. C'est ça qui est emmerdant aussi, c'est qu'il y a des trucs, tu sais, tu les commences et tu les finis pas. Enfin, Mm. je sais pas, c'est ouais, il y a un côté un peu Zara de la culture, j'essaye, De mais je prends sampler pas, un peu. voilà, Ouais. je tâte. Alors que ouais, au spectacle, T'es obligé de regarder du bah début à la oui, fin. donc tu prends plus le temps de choisir, mais c'est Ouais. justement c'est ça qui fait que c'est différent Ouais. et qu'on continue. Et puis même dans le vécu, dans les émotions, c'est pas pareil. C'est pourquoi nous on continue à s'emmerder à faire du théâtre alors que ça rapporte pas une thune et que si on va faire de la figure ou une pub pour Kinder Bueno, on va gagner 5000 balles plus les retombées à chaque rediffusion, etc. Pourquoi on continue d'en faire nous? Je me pose Il y a la bien une question raison. tous les jours. Bah non, mais il y a bien une raison qui fait que c'est différent et qu'on s'est dit, voilà, moi c'est ce que je me dis quand des fois on me C'est- sort, ouais. pourquoi tu vas pas, t'essayes pas les castings des figures et tout. J'y écoute. Molière, Shakespeare, Musset, Marivaux, Guitry, je me suis pas fait chier à m'enfiler tout ça Mm. avec passion pour aller dire mange mon Kinder Bueno. C'est un peu d'estime de soi, tu vois. C'est Ouais, quand mais même. quelque part, non, mais je comprends, tout à fait. Mais quelque part, bon, toi, t'as fait d'autres choix t'as fait des boulots alimentaires plutôt que de faire de la figure pour gagner ta vie, par exemple. Je le voyais même pas comme un boulot alimentaire. Moi, Oui, oui, non, mais je oui, travaillais oui. pour ceux qui me connaissent pas. Je travaille dans les salles de spectacle, partie administrative, accueil ou même gestion de plateau. J'ai déjà fait du changement de décor avec mon physique impressionnant. Oui, je fais du changement de décor. Non, tout ça, mais je l'ai fait aussi, ouais. voilà. Ouais. Mais pour moi, c'est pas. Je me dis pas c'est un boulot alimentaire. En attendant, enfin, ça m'apprend beaucoup et Mm. ça m'apprend beaucoup plus que d'aller faire une figure. J'en ai fait des figures, c'est chouette. Enfin, j'ai découvert plein de choses C'est aussi. chouette une fois ou deux, hein. Mais voilà, au Ouais. bout d'un moment, tu veux voir autre chose. En plus, tu te dis pourquoi on se fait autant chier à me raccorder alors que je suis flou au cinquième plan. Enfin, voilà, mais Et en plus, c'est. juste, les gens qui savent pas, qu'est-ce que tu attends
Oui, tu attends, mais en plus, Qu'est-ce que tu t'es comme attends? une fourmi sur un mur, tu vois, tu disais Ouais, tout à l'heure, tu ouais. sers à rien, c'est que t'es là, t'es bien, t'as du café, des clopes, bah oui, même les clopes, hein, t'as le café, les clopes, la bouffe à Il volonté, file des clopes, la vache. tout Moi, ils ce m'ont que jamais tu filé de veux. clopes, Bah ouais, moi. bah quand tu fais, parce que moi j'ai fait des films d'époque où fallait fumer en plus, tu vois, tout Ah ça, donc oui, d'accord, il y ok. avait des clopes partout à volonté et on fumait clope sur clope, voilà, donc t'as tout ça à volonté et t'attends et c'est vrai que t'es en open bar tranquille, mais bon, c'est pas très excitant, quoi, Non. voilà, donc après, je veux bien quand on rentre dans un système de l'intermittence et tout, qu'il faille faire ça et qu'on privilégie ça, Hmm. en se disant que c'est pour un temps donné, c'est comme un boulot alimentaire finalement, Ouais. quand on prend le choix d'aller faire ça. Bon, c'est vrai que moi j'ai fait le choix, en tout cas jusqu'à l'heure actuelle, de travailler dans les salles où j'apprenais beaucoup plus, mais parce que mes ambitions sont aussi centrées entre autres sur le théâtre et de découvrir le milieu de ce point de vue m'intéresse et m'apprend beaucoup aussi. Donc c'est pas que du taf alimentaire. Enfin en tout Hmm. cas moi je le voyais pas que comme ça. Ouais. Oui, oui, mais c'est. Pourquoi je sais pas pourquoi je dis mais. euh, Mhm. euh, Quand tu rentres dans le système de l'intermittence, effectivement, tu dois faire ces trucs-là. Tu dois aller Mm. faire les figures, les pubs, le Père Noël dans un supermarché. Euh, Ça, ouais. Bien sûr. Et, euh, et bon, au moins ils payent au cachet. Parce que j'ai connu des théâtres qui voulaient pas te payer au cachet. Qui voulaient te payer. Mais oui, mais Ouais. c'est ça. Mais ce Mm. qui est malheureux, c'est que enfin, ce qui peut être malheureux, à mon sens, c'est qu'au bout d'un moment, tu rentres dans ce système et tu en viens à privilégier ça Mm. plutôt que ce pourquoi tu as voulu travailler là-dedans et ce qui te stimule vraiment. Mais est-ce que c'est pas. Alors, je vais être un peu subversif. Est-ce que c'est pas un caprice quelque part? Parce que si tu veux faire avocat, tu commences au bas de l'échelle. Oui, non, mais tu Tu commences. commences dans la salle des Moi, je courriers, veux tu bien vois. qu'on commence par faire des figures, Mm. des silhouettes, des pubs. Mm. Mais au bout d'un certain temps, tu continues de faire ça et tu fais que ça, tu veux que privilégier ça. Mhm. Bon, bah, je sais pas, il y a quand même un contre-coup de se dire pourquoi j'ai choisi de faire telle fonction, tel métier. Est-ce que c'est pour ça? Est-ce qu'il faut pas que je sorte de ça au bout d'un moment? Mm. Alors, ok, ça dépend peut-être pas que de toi. Il y a les propositions, il y a tout ça. T'es victime d'un système, mais je sais pas, faut. Justement, il faut. Le caprice, il est où? Est-ce que des fois, ça mérite pas de faire un peu de sacrifice, de se Mhm. dire, bon, voilà, je fais que de tourner, de tourner en rond avec mes figures et mes pubs. J'aimerais faire ça. Est-ce que ça vaut pas le coup de prendre le risque, d'essayer autre chose pour que ça décolle ou que ça décolle pas? On verra, mais au bout d'un moment, de se recentrer un peu sur ce qu'on veut vraiment. Oui, oui. On n'a pas toujours ce qu'on veut, c'est ça le problème. on n'est on n'est pas toujours Non, mais verni comme il y ça. a de moins en moins de prise de risque quand même, je trouve, parfois. Dans le théâtre, tu penses, ou Oui, dans les des propositions gens dans ou leur des gens, parcours, ouais. les gens dans leur parcours personnel, tu veux dire? Ouais. Ah, ok. Oh. Que des fois, il faut peut-être un peu prendre des risques et s'organiser et éviter les caprices, justement. C'est compliqué. C'est un milieu qui est difficile à naviguer, notamment le milieu des castings, qui est tellement dur, qui est tellement dur. Il faut que tu aies une confiance en toi et un ego pour pas t'écrouler sous les refus, qui est impressionnant. Il faut être quasiment psychotique pour moi. Enfin, c'est incroyable. Euh, Moi, je le vois pas comme ça. ah Enfin, ouais? le casting, très tôt, j'ai compris, surtout pour de l'image, Mm. pour la télé, pour le cinéma, on cherche une image, tu corresponds pas, tu corresponds pas. Ça veut pas Mm. dire que t'es nul. Ouais, Voilà, ouais, moi, non, bien franchement, je sûr. pense que Non, mais c'est la réalité, c'est la c'est un réalité. truc, C'est oui. juste comment tu le vis, toi, en tant que Non, mais personne, tu c'est un vois. travail Mm. sur soi Mm. et ça fait partie du job de se dire bon bah voilà, moi je devais être plus grand que machin, je le suis pas. Bon bah oui, je peux pas jouer dans ce truc, c'est ça par exemple, hein. Bon, mais non, mais le pire, moi je trouve sur les castings, c'est que c'est devenu un business et c'est limite honteux pour moi que les sites de casting soient payants Ah, juste pour voir les annonces. ah, les sites. Ouais, ouais. Mais non, mais c'est ça les Ouais, castings maintenant, c'est fini le bon vieux temps du casting à l'ancienne, ouais, la ouais. B-production. Présente-toi jeudi matin à 10 h. On fait le casting jusqu'à 15 h et tous ceux qui se présentent vont passer devant le truc et après on te rappelle pas et des carrières qui décollent comme ça. Mm. Ça c'est fini, maintenant c'est un business
T'avais quelques sites gratuits, mais qui ne le sont plus ou qui sont très marginales pour le coup, hein, très marginaux, parce Oui. que ce sont des sites. Et voilà, mais ouais, c'est un Voyage au bout business de la de nuit sur payer. C8, mesdames et messieurs. On l'a pas dit ça encore. Ah non, on va pas dire. Mais ouais, attends, je veux dire, tu dois payer des abonnements et c'est pas des petits abonnements, hein, c'est Non, pas c'est 2 euros cher. par mois, c'est 30 euros Ouais, pour ouais. voir les annonces et avoir accès au contact. C'est même pas dit que tu vas être rappelé, que tu vas passer le casting et que tu vas être pris. Donc moi je trouve ça honteux, enfin moi je trouve que ça pourrit la profession, vraiment. Je suis d'accord. Déjà Je suis les assez agents, d'accord je suis là-dessus. pas très pour, mais bon après je comprends que ce soit un truc. Mais alors ça, en plus les sites de casting qui sont tous payants, juste pour voir les annonces, et en plus t'as aucune légitimité là-dessus, puisque les gens qui ne sont pas comédiens, enfin qui n'ont pas... tu sais, c'est un milieu où il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de... Voilà, c'est un mode de fonctionnement un peu bizarre. Enfin, les diplômes ne sont pas reconnus par l'État, Non. ainsi de suite. Donc Non. voilà, donc finalement, n'importe qui peut s'inscrire là-dessus et y aller. Alors, bon, d'un côté, j'ai envie de me dire c'est chouette, c'est très libre, c'est authentique, mais en même temps, ça fait un gros bordel, quoi. C'est le cours Florent, en fait, quoi. Tu vois, Ouais, c'est un gros bordel. et puis même, ça met le focus sur la photo Oui, en et plus. sur Oui, l'image. oui. Et ce que moi j'appelle aussi, bon, bah ça a été de tout temps, hein, je pense, dès qu'il y a eu de la caméra. Hein, euh, de tout temps, dès qu'il y a eu la caméra, 100 ans, super. Euh, Il y a ce que j'appelle la dictature des beaux, Ouais. de la symétrie. Et c'est pas la faute des beaux. Non, même pas, ouais. C'est nous qui ne voulons voir que des beaux, même moi. Ouais, bah, je crois que c'est très personnel. Hein. Ouais. C'est marrant que tu parles de ça parce que moi, Mm. ça me rappelle. Donc, tu sais, je recherchais pour un des spectacles que nous faisons ensemble, Mhm. je cherchais de nouvelles actrices et j'ai voulu essayer ça, de poster une annonce sur un site. J'ai reçu 250 candidatures. Waouh. Voilà. Et t'es Et tout seul en plus pour les vérifier. voilà, et j'ai pas aimé faire ça. J'ai pas aimé défiler les profils. Je les ai tous regardés, vraiment, et Mhm. j'ai lu tous les CV, mais j'avais justement ce conflit intérieur avec moi-même de me dire, euh, voilà, tu vois d'abord les photos, et déjà rien qu'en voyant la photo dans ta tête, tu te dis oui, non. Et après, tu creuses au-delà quand même. Mais c'est vrai que, ouais, comme tu dis, il y a le physique qui tout de suite Prime. va faire peser son poids dans la balance, quoi. Donc j'ai détesté faire ça, vraiment, parce que je sais que c'est pas du tout révélateur, que c'est pas du tout efficace comme manière de procéder et d'envisager les gens. Ouais, est-ce que c'est la faute d'Hollywood? Parce que Hollywood, maintenant, même leurs geeks et leurs nerds et leurs losers sont beaux. Ouais. C'est terrible, hein? Non, mais après chacun est beau à sa manière, hein, tu sais. Non, Enfin, mais je veux oui, dire sur mais les non, bien sûr, mais sur les goûts, enfin sur les styles qui se font maintenant, c'est quand même. oui, oui, non, parce que tu vois, quand on dit beau là, c'est de cette façon-là. Enfin, les acteurs de cinéma, ou les acteurs les plus reconnus Oui, ou ils les sont plus beaux, connus oui. sont beaux et surtout symétriques du visage. Ouais. C'est les plus symétriques du visage. Et ils ont remarqué que pardon, la plupart des gens, quand on leur montre des photos de personnes avec une apparence symétrique, ils les trouvaient en général beaucoup plus attractifs, beaux, sexy même, juste à cause de cette symétrie. Alors, c'est comme tu sais, les photos qu'on voit souvent sur Internet où tu prends une moitié de visage et tu le répliques, Ouais. et ça donne quelque chose de très bizarre. Très bizarre, ouais. Ouais, ouais, c'est. J'ai pas étudié ça, mais je sais pas. C'est en même temps la caméra, c'est magique, hein, ça te fait des trucs Ah. que tu vois pas. Enfin, on a déjà vu des stars en vrai, je pense, et bon, c'est pas pareil, quoi, quand même. Non, C'est pas spécialement plus moche, mais ça sont- fait. Ils sont plus petits en général. Oui. Ils sont plus petits, puis s'ils sont pas encore maquillés, c'est pas pareil. Et après, quand tu te rends compte que quand c'est maquillé, c'est vraiment un maquillage pour la caméra, parce qu'en vrai, c'est dégueulasse. Ah oui, C'est ah oui. orange. Ah oui, en vrai, c'est voilà. Donald Trump. Hein. Oui, voilà, tu parlais de C8, bah, du coup, moi j'assiste Mm. à l'émission qui passe sur C8 le soir et qui a un grand succès. Voilà, ça se tourne. Non, tu veux pas nommer. Ah bah non, mais ça se devine, hein. Non, moi, je vais pas deviner, moi. L'émission d'Hanouna, Ah, Hanouna. l'émission de Castaldi qui suit Oui. après l'émission d'Hanouna. Et non, mais je vais pas balancer les noms, mais enfin, je croise des gens qui le participent maquillage, à ça où tu te dis, ah ouais, la vache, c'est dégueulasse. Enfin, c'est orange, c'est. Ah, mais c'est fait C'est un pour la truc, quoi. caméra, quoi. Mm.
Parce qu'elle voit pas la même chose que nous. Là, on n'est pas Totalement. on n'est pas maquillé. Non. On va avoir On l'air. le filme de loin, ça, Oui, ça va. De haut en plus. en plus. Donc On va être vraiment rikiki. Voilà, on paraîtra plus grand si on nous voit en vrai. Ah, c'est l'avantage de tourner dans un tout petit studio qui s'appelle Mon Bureau. Magnifique. Bon, puisque tu parles de C8, alors, j'ai pas vu toutes les émissions. Je sais que tu fais tu fais une chronique dedans. C'est à peu près ça. C'est juste Je fais la lecture, hein, tout de- simplement. Hein. Tu fais ouais. C'est et donc dedans, donc j'ai vu les autres émissions. Il y a d'autres animateurs qui lisent des pièces, des romans, de la poésie. J'ai pas vu beaucoup de pièces de théâtre, hein, par contre. Non, c'est pas Compliqué. c'est En un- même oui, temps, c'est très compliqué. ouais. Et et toi, c'est toi qui as décidé ou c'est la production qui a décidé de se concentrer sur les autrices oubliées? Non, c'est moi. C'est toi? Et C'est pourquoi? moi. Ouais. Parce que, en fait, je suis le seul animateur. Il n'y a que des animatrices. Oui, c'est vrai. On est 7-8 à se partager l'émission. Et c'est toujours les mêmes mecs qui reviennent, en fait, dans la lecture, parce qu'il faut savoir qu'on ne fait que des textes libres de droit. Mm. Donc, on ne peut pas faire d'actualité. Non. Il fut un temps où on faisait un peu d'actualité, mais bon, le milieu de la télé est pas spécialement au beau fixe aussi non plus sur les finances, tout ça. Donc là, temporairement, en tout cas, il n'y a plus trop d'actualité littéraire, ou alors c'est les auteurs qui viennent seuls présenter leur parution. Mais donc voilà, donc on peut pas faire d'actualité. Donc on fait tout un tas de grands classiques libres de droit. Hein. Ils ont refait les Zola, les Balzac, les Maupassant, ainsi de suite. Voilà. Au bout d'un moment, c'est toujours les mêmes mecs qui reviennent tout le temps. Je me suis dit, on peut pas faire d'actualité, on peut peut-être essayer de redonner vie à des choses qu'on connaît pas. Enfin, il y a plein de choses libres de droit qu'on ne connaît pas. Donc on peut essayer de faire ça. Et puis les autrices, parce que justement toutes les autres animatrices lisent les auteurs, je me suis dit, bon bah voilà, moi je vais lire les autrices. Et puis il y a beaucoup de choses que j'adore dans ce que j'ai découvert sur les femmes qui écrivaient au début du XXe siècle ou même encore au XIXe siècle et ce sont des choses pour moi assez précurseuses de l'évolution des rapports hommes-femmes que je trouve très intéressant. C'est qu'on n'est pas... Le féminisme, le terme en lui-même existait à l'époque, mais ne prétendait même pas à l'égalité parfaite entre les sexes. Il prétendait au droit de travail, au droit de vote par la suite, mais même pas on allait prétendre à une égalité de considération sur tout un tas de choses. Ouais. Donc, il faudrait définir le terme égalité aussi, surtout. Oui, ouais, alors il y a de ça aussi, mais bon, féminisme, pour moi, veut dire égalité des sexes. Ouais. C'est comme ça qu'il a été défini, et avec Simone de Beauvoir particulièrement, voilà, pour moi, ça veut rien dire de plus. Enfin, c'est ce que ça devrait dire aussi, encore aujourd'hui. Mais bon, voilà, et tu as là-dedans, c'est vrai que dans les autrices de cette période-là, qui écrivaient, donc, alors qu'elles étaient dans un milieu d'hommes, où c'était privilégié aux hommes, et en même temps pas tant que ça, parce que quand tu étudies un peu leur vie et la manière dont elles étaient respectées, dont elles étaient lues, j'ai l'impression, je sais pas, j'y étais pas, mais j'ai l'impression que c'était très respecté et qu'on ne sous-estimait pas leur écriture parce qu'elles étaient des femmes. Mais Après, c'est l'histoire qui fait dans le milieu, que... tu veux dire? Dans le milieu Ouais, des c'était auteurs, bon, bien sûr, c'était encore l'époque des salons littéraires, Ouais, c'est tout ça. ça. Il y avait des femmes organisées même parfois par des femmes, et leurs écrits étaient très précieux. Souvent au XVIIIe siècle, d'ailleurs. Au XVIIIe, oui, ouais. pour le coup, ouais, aussi. Mais ouais, moi j'ai l'impression, voilà, il y a une vraie admiration pour ce qu'écrivaient certaines. Mais ensuite, la postérité et peut-être aussi l'éducation nationale, dans ce qu'elle choisit de retenir, de ce qu'elle va transmettre en littérature, voit autre chose et on ne parle pas de ces choses-là. Donc ça, c'est le premier point. Moi, j'ai l'impression que finalement, il n'y avait pas un machisme si ambiant dans ce milieu-là par rapport à leurs écrits. C'est l'histoire derrière qui fait que. Et aussi, dans ce qui est écrit, c'est que le féminisme était loin d'être ce qu'il est maintenant. Et pour autant, j'y vois comme une sorte d'utopie, en fait, des fois, dans ce qu'elles écrivent. C'est-à-dire qu'on n'est pas, pour le coup, dans un féminisme encore de riposte, mais on a conscience qu'il y a des choses qui doivent changer, que les rapports sont pas très sains. Et
on est dans quelque chose qui inclut, je veux dire, même si ce sont des femmes qui écrivent, elles n'écrivent pas, pour moi je trouve qu'elles n'écrivent pas que pour des femmes, c'est pas de la littérature féminine comme on dit des fois au sens péjoratif du terme, où c'est des trucs à l'eau de Ou même, rose ou des trucs ou entre même, femmes. même amélioratif, hein, si tu Oui, dis. ça n'existe pas, enfin Mais c'est 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 très pas. con, enfin c'est très réducteur de parler de ça, de presse féminine, de littérature féminine, comme si Hmm. les femmes avaient envie d'autre chose à Oui, lire, c'est très c'est con. réducteur, je pense. Donc Aussi. là, c'est quelque chose pour moi qui est très universel, mais surtout qui est très sain. J'ai tendance à trouver dans les rapports hommes-femmes. Enfin, je me dis, quand je lis ça, c'est ce à quoi on devrait tendre dans les rapports hommes-femmes. D'accord. Et pourquoi tu penses que ces autrices ne sont pas vraiment restées dans ce qu'on étudie à l'école, par exemple, ou ce qu'on lit aujourd'hui, ou les grands auteurs qu'on garde? Parce qu'on on a gardé Madame de Lafayette, on a gardé. Ouais, encore, parce que c'était parce que c'était Madame de Lafayette, Ouais. de Monsieur de Lafayette, plus ou moins. Parce que je suis en train de donner des cours de français à des premières là. Donc ils ont quoi? Ils ont la Princesse de Clèves. Et est-ce qu'il y a une autre autrice dans Bah, leur. c'est vrai que ça s'améliore, oui, Ouais. maintenant, je pense. Mais moi, je repense à ma scolarité où il n'y en Ouais. avait pas du tout, quoi. J'essaie Pas du de tout. me souvenir d'une, mais je j'arrive pas à trouver. Peut-être qu'il y en avait une, mais je m'en souviens pas. Voilà, Euh, on parle un peu de George Sand, mais encore, parce que on n'étudie jamais George Sand à oui, l'école. je crois pas tellement, hein, ça Ouais. dépend des filières, mais bon, et même quand on parle de George Sand, on en parle pour dire que c'était la meuf de Musset, puis la meuf de Chopin, et qu'elle était moche et qu'elle était grosse. Enfin, moi, c'est ça. Non, mais vraiment, moi, c'est ça que j'ai entendu, et comme un crétin de jeune naïf que j'étais, j'y ai cru. Et j'ai présenté George Sand dans une de mes émissions, et j'ai découvert qu'elle avait plus écrit, qu'il y a peut-être Balzac et Hugo qui ont écrit plus qu'elle au 19e siècle, et c'est tout, c'est incroyable. Difficile d'écrire plus que. Ouais, bah oui, et encore, parce que Balzac est mort très jeune en plus, mais je veux dire, c'est incroyable la concentration, la diversité de tout ce qu'a écrit George Sand. Il y a plus de 70 romans qui fait ça maintenant, aujourd'hui, quoi. Stephen King. Et oui, il vit plus longtemps, mais je veux dire, c'est hallucinant et on continue d'en parler comme voilà celle qui a été la muse de Musset pour Qui a fait une certains poésie trucs, érotique cachée. Ouais. À chaque par fois, c'est ça, exemple, hein. voilà. Donc c'est. Mais j'en connais pas beaucoup plus. Qu'est-ce Hein, qui moi. fait, pour revenir à ta question, je pense parce que qu'est-ce qui fait, il y a des auteurs oubliés aussi, hein, bien sûr, mais qu'est-ce qui fait que l'école décide d'en retenir certains plus que d'autres? Je pense que c'est très lié à l'histoire et à l'implication dans l'histoire, j'imagine, hein. On va retenir Zola aussi parce que l'affaire Dreyfus, Voltaire par rapport au siècle des Lumières, ainsi de suite. Il y a le rôle qui est joué aussi par rapport à ça et qui décrivent une société de leur temps très enclin avec les cours d'histoire qu'on a à côté. Mais même l'histoire est très orientée finalement, hein, parce que les cours d'histoire, on nous apprend certaines choses, mais il y a plein d'autres choses dont on ne nous parle pas. Et notamment, Ouais. justement, sur les sociétés, sur ce que vivaient les femmes en cette période historique, qui est quand même très très différent de ce qu'on apprend à l'école. Donc l'histoire est orientée, donc forcément, les cours de français et les auteurs le sont aussi, et on décide de retenir telle chose. Je sais pas si c'est orienté ou il faut faire des choix aussi, parce que tu peux pas tout apprendre en un an, par exemple, à l'école. Mm. Ou même en master d'histoire, tu choisis les périodes que tu veux étudier. Tu peux pas tout savoir. Tu peux pas tout étudier. Bon, je sais pas. Mais est-ce que. Alors, l'idée de l'impact est intéressante. Je pense que tu as plutôt raison là-dessus, sans avoir étudié le sujet, bien sûr, mais je pense que tu as plutôt raison sur effectivement l'impact que les textes de ces auteurs ont eu et qui fait qu'après, bon, bah, un auteur a un impact et puis tu lis tous ces textes et puis tu trouves Mm. un peu de génie un peu partout si c'est un bon auteur. Mais Virginia Woolf est souvent montrée comme une des grandes autrices euh, et qui est par les féministes, mais elle n'est pas enfin dans ses écrits, elle n'est pas forcément féministe dans ce qu'elle écrit, elle. Alors c'est formidable que t'en parles, Ouais. c'est la dernière que j'ai présentée en plus. Ah bon? Et oui, mais l'une de mes préférées, et à qui je pense quand je te dis d'ailleurs que pour moi les rapports hommes-femmes, quand je vois comment ils sont chez Virginia Woolf, c'est clairement ce à quoi on devrait tendre, tu vois, mais même par rapport à l'image des hommes qu'on interroge aujourd'hui sur l'homme viril, détaché, froid, intrépide, tout ça, et chez Virginia Woolf, les hommes, et que s'il n'est pas ça, du coup il ne serait peut-être pas tout à fait un homme. Voilà, Mhm. le genre de conneries qu'on entend et qu'on veut remettre aujourd'hui un peu dans les idées. Tu dis Virginia Woolf, il y a des hommes, moi je trouve que les hommes sont beaux en fait, mais au sens, alors pas parce qu'ils ont une symétrie du visage, mais ils sont beaux au sens où
je sais pas, ils expriment une sensibilité, ils expriment des émotions, ils parlent franchement, et, et leur image n'est pas sans arrêt rattachée à de la séduction. Je veux dire, il y a Mm. des rapports qui se font entre hommes et femmes dans lesquels il n'y a pas forcément d'ambiguïté. Mm. Ça peut être des rapports amicaux, professionnels, militantistes Mm. même, et je me dis, la vache, on doit tendre à ça, c'est ça qu'on veut. Mais c'est un peu utopiste de la part de Virginia Woolf à son époque, parce que c'était pas vraiment comme ça, surtout dans l'Angleterre victorienne, je veux dire, Mm. bon, on n'est pas trop là-dedans, on est très dans la classe, dans les trucs, bon, Ouais, tout le monde. oui, Tout le monde se doit, même les hommes et femmes se doivent d'avoir la rigueur. tout à fait. Donc quelque part là-dessus, ils sont très égalitaires Donc dans il y a, dans leur mais oppression morale. c'est sûr que Virginia Woolf, on peut considérer que c'est pas féministe parce que justement, on n'est pas trop dans la riposte, on n'est pas trop dans les actes et dans les paroles revendicatives, mais de la manière dont c'est illustré et ce qu'elle raconte sur l'esprit androgyne, c'est quand même très percutant. Et c'est amusant parce qu'aujourd'hui, on connaît et on cite beaucoup Virginia Woolf, surtout dans les revendications féministes par rapport à son texte Une chambre à soi, Mhm. ou Une pièce bien à soi, ou Un lieu à soi, selon les traductions, qui est un texte en plus qui au départ est passé totalement inaperçu, que c'est vraiment une parenthèse un peu dans tout ce qu'elle a écrit, dans tous ses romans, dans toutes ses nouvelles, et qui a été upgradé comme ça à la fois par la première traduction française de Clara Malraux, et ensuite forcément par les mouvements d'affranchissement de la femme. Donc, mais là-dedans, on veut en faire quelque chose de ce texte en le détournant un peu de son contexte et en voulant des fois faire passer Virginia Woolf pour étant anti-mec, alors que c'est clairement pas le cas, justement, quand on lit ses romans, quand on lit la manière dont elle a écrit des personnages masculins, et même dans sa vie privée, elle était très attachée, enfin, elle avait plein d'hommes dans son cercle, elle admirait tout un tas d'écrivains, et d'écrivaines aussi, il n'y a pas de raison, mais on est pour moi dans quelque chose où finalement le sexe de la personne passe totalement au-delà, n'a plus sa Bah, place, quoi. surtout en littérature, enfin, le narrateur il est pas genré. Enfin, sauf si c'est un narrateur intradiégétique pour utiliser des termes scientifiques, mais un narrateur dans le roman. Mais le narrateur il n'est pas genré. Que ce soit Zola ou Hugo ou Virginia Woolf ou Matati, tu vois. Ouais, C'est pas genré. ouais, ça dépend, oui, sauf si c'est un récit narratif, ouais, mais c'est clair, mais bon, il y a un problème, tu vois, si le mot autrice dérange aujourd'hui, alors que il Moi, existe depuis 1000 ans. c'est juste au son. Bah oui, mais parce qu'on n'a pas l'habitude, mais Non, mais pourtant, peut-être. Mais au son, il me dérange. bah ouais, Parce mais que, ouais. je suis certain que à force de le dire, voilà, professeuse, on devrait le dire aussi. Le langage vient par l'utilisation par le bas, hein, pas par le haut. C'est l'utilisation qui fait l'usage. Mm. C'est l'usage qui fait la formalisation du mot. Ça, on l'a vu en linguistique, en licence de lettres. Ouais, j'en ai fait aussi, hein, C'était très intéressant. Et c'est le souci que j'ai avec les postmodernistes, les théories du genre et l'Académie française aussi, hein, pas Mm. que. Mais c'est cette espèce d'imposition par le haut d'un certain langage. La preuve, c'est que bon, parfois ça marche par l'Académie française, parfois ça marche pas, mais le fait qu'ils aient dit c'est la Covid, alors peut-être que grammaticalement ça fait sens, mais pour moi c'est le Covid, tu vois. Enfin, dans mon Ouais. oreille, et pour beaucoup de gens, je pense, parce que le petit Robert, je crois, c'est le petit Robert qui a décidé que ce serait le Covid, et Ouais, pas là. après ils font ce qu'ils veulent. C'est vrai que moi je me suis habitué à dire la Covid, et puis finalement, à force d'entendre d'autres gens aussi dire le Covid, des fois tu fais la confusion. Enfin bon, Hmm. c'est un mot qu'on espère on n'utilisera pas trop longtemps celui-là, de toute façon Oui, on s'en fout. Mais j'espère. voilà, mais moi je suis certain que à Hmm. force d'utiliser le mot, il vient tout seul. Moi aussi, autrice, je faisais l'effort de le dire au début, et puis finalement maintenant il vient tout seul. Oui, Donc mais c'est le rien. cas avec plein Mais d'autres trucs, et je suis- l'Académie française est très conne là-dessus. Enfin justement, c'est elle qui a décidé d'arrêter l'usage enfin la féminisation de certains mots, notamment sur des corps de métier comme les auteurs, les procureurs, les ambassadeurs, les professeurs, tout ça, et qui aujourd'hui d'ailleurs ne se comportent pas bien parce qu'ils balayent le problème. Ils disent bon, faites comme vous voulez, on accepte les deux. Pour moi, c'est une manière de dire, Ouais, mais c'est on peut-être parce s'en que branle, c'est pas ouais. important, C'est peut-être quoi. parce que le suffixe euse est pas très joli à l'oreille. C'est peut-être juste une question d'esthétique. Ouais, mais attends, tu le trouves dans plein d'autres trucs.
Oui. Je veux dire, autrice, tu connais le mot, tu sais, il y a un terme, Mm, on le trouve dans une voiture qui s'appelle le moteur, c'est aussi un adjectif, mm. et au féminin, ça donne. Les roues motrices. Enfin, Voilà. c'est Il y a juste ouais, un M en ouais. plus, quoi. Il n'y a pas Oui, oui. de. Non, mais autrice, c'est mieux pour moi. Auteuse, c'est pas joli, tu vois. Non, bah Ouais. d'ailleurs, c'est pas le sens du mot. Mais en plus, si, tu sais, tu as aussi l'argument de l'étymologie, hein. On dit Mm. que en latin, on féminisait tout. Et autrice a une racine latine, autrix, qui veut dire la même chose, tout comme auteur a sa racine, la racine latine également. Donc tous les arguments sont en faveur de ça. C'est juste une question d'habitude, de changer. Mais Oui. tout ça va pas se faire en 15 jours, hein. On va avoir forcément Oui, des bien gens sûr. qui continuent de dire auteur tout le temps et de rajouter un E bêtement ou je sais pas Mais quoi. Mais ouais. si les gens qui sont pas encore nés à l'école, on leur apprend ça, et ben voilà, dans 40 ans, tout le monde dira ça, Oui, mais sans problème. c'est plus compliqué que c'est juste du patriarcat. C'est plus complexe que ça. Alors oui, Ouais. oui, il y a une institution vieille qui a une longue inertie au niveau de, de son fonctionnement, l'Académie française. Mais t'as pas que ça, tu as aussi de l'esthétique de langage ou de comment nous sommes habitués à prononcer certaines voyelles ou, Mhm. ou certains groupes de mots. Le suffixe euse, voilà, comme je disais, c'est pas très joli Ouais, mais esthétiquement. on a la chanteuse, on a la Oui, metteuse en scène. je crois que metteuse en scène, c'est un peu en débat aussi. Oh bah, Une moi metteur je en le dis scène sans ou une problème, metteuse en hein, scène. Mais quelque part, tu vois, je sais pas. Pour moi, c'est de mettre tout neutre. Alors oui, c'est la marque du masculin, mais si on peut considérer ça comme neutre, euh, comme en allemand par exemple, Ouais, on peut, mais sauf que ça n'a pas été le cas. Il y non. a eu cet argument qui a été proposé de dire finalement, on le fait, c'est un terme ingenré, enfin on le fait universel. Et d'ailleurs, même, il y a 3 femmes, je crois, à l'Académie française, hein. Elles se disent être académiciens, vraiment. Donc voilà, parce qu'elles considèrent que finalement, ça prime au-dessus, que ça englobe tous les sexes. Bon, mais c'est débile parce que de tout temps, on a féminisé la langue française de par sa racine latine, comme Féminisme, l'italien, ouais. l'espagnol et le roumain féminisent tout. Mm. Mais on féminisait même encore au XVIIe siècle, hein, même du temps de Voltaire, on féminisait. Donc il existait le terme professeuse, autrice, procuratrice, ambassadrice, tout ça. Et on féminisait même le participe présent. Une femme disait, moi, étante indisposée, enfin, ou des choses comme ça, tu vois. Même le C'est participe vrai, présent se féminisait aussi. c'est vrai. C'est à une dame, c'est une professeuse, justement, elle le dit elle-même, qui s'appelle Eliane Viennot, qui a fait des recherches très poussées là-dessus et qui a fait des superbes conférences qu'on peut trouver sur YouTube sur le fait que la langue française n'est pas misogyne au départ et qui sont exceptionnelles. J'encourage moi à regarder ça, t'apprends plein de trucs et que tu vois que c'est l'Académie française, après la Révolution, qui n'a pas que du bon, cette Révolution qu'on aime bien nous C'est une, tarier ré- parfois, c'est a une, fait ré- beaucoup de mal à ça. c'est une révolution. C'est sanglant, c'est jamais bien. Voilà. Et du coup, par rapport au féminisme, a fait beaucoup de mal. Ouais. On a considéré que c'est les mecs qui avaient tout fait bien et que c'est à eux que revenait tout, peut-être. Oui, Enfin, même, je résume, mais bon, il y a même en cours de l'histoire de l'art, on nous apprenait aussi que la Renaissance n'a pas fait du bien à la place de la femme parce que au Moyen Âge, elle semblait avoir une place beaucoup plus importante dans la vie de la société qu'avec mais l'avènement de la totalement. Renaissance. Et on l'englobait partout, même, Mm. même encore un peu avant. Tu vois, c'est amusant parce qu'en ce moment, On a eu j'étais. des reines au Moyen Âge, hein, en Mais France, bien sûr. le début du Moyen Âge. Mais Mm. j'étais en train de me faire ces derniers jours le bouquin La Reine Margot Mm. d'Alexandre Dumas, grand classique, voilà. Et c'est marrant parce que Dumas a une manière d'écrire où il s'adresse au lecteur de son temps. Et donc ça se passe, la reine Margot, c'est vers 1572, son couronnement, Mm. reine de Navarre. Et en fait, à un moment donné, comme ça, il nous raconte, c'est vraiment Dumas s'assume un peu en tant que narrateur. Et il nous fait comprendre qu'en fait, à cette époque-là, par rapport à une scène qui vient d'être décrite, les femmes aussi, quand elles sortaient dans la rue, portaient une arme. Et qu'on leur apprenait à se défendre et qu'elles s'en servaient tout aussi habilement. Une arme, Donc, une épée? ouais, une Oui, oui. épée, un poignard, enfin voilà, on les apprenait aussi, elles étaient libres de sortir dans la rue seules Mm. et de se défendre contre les brigands si jamais. Elles étaient formées à ça, elles avaient leurs armes et voilà, elles pouvaient comme ça se défendre contre les brigands ou ce genre de trucs. Donc bon, aujourd'hui, c'est pas plus mal que plus personne n'ait d'armes quand il sort de la rue, hein, c'est sûr, c'est beaucoup mieux, mais On a du pepper c'est spray. pour dire que voilà, à l'époque, c'était aussi pris en compte, la femme, les hommes étaient
englobés dans tout ça pour pouvoir se défendre et dans les mœurs du truc. Alors que voilà, si Dumas nous précise ça, c'est qu'à son époque, au 19e, seuls les hommes portent les armes et les femmes ne sortent pas toutes seules dans la rue. C'est pour ça qu'il nous le précise. Donc oui, il y a eu un peu de la régression par rapport à ça qui a été Ça, faite clairement après le Moyen Âge. Ça, c'est la chose, j'en parle beaucoup à mes élèves de ça. C'est quand vous lisez, par exemple, des textes du 17e, du 18e siècle, il faut penser que ceux qui les lisent déjà sont de la haute société, c'est des nobles, Ouais. des grands bourgeois très riches, et c'est écrit par des gens nobles ou très riches ou très éduqués. Et Qui sont c'était, devenus très riches. ou devenus très riches. Et c'était un peu moins de 10% de la population française peut-être. Mm. Donc nous on les voit comme... je pense que c'est important, on l'explique pas ça en cours de français ou en cours de lettres, c'est important de savoir qui lisait ces trucs-là. Et comment ils les percevaient eux et à qui c'était destiné parce que l'auteur sait très bien qui va lire ça. D'ailleurs la notion d'auteur est très très récente. C'est quoi c'est vraiment 19e ou la notion d'auteur est très importante, Non, même devient avant. très importante. Ah, je sais pas, parce que ça dépendait des genres un peu et selon les classes. Mais oui, il y a quelque chose qui change au 19e, Mm. certainement, mais parce que il y a un meilleur accès, il y a des gens qui intègrent ça, parce que c'est les nobles où il faut se faire, tu sais, il y a un système de parrainage un peu, si Mm. tu as quelqu'un de la cour qui te donne sa bénédiction. Enfin, Voltaire n'était pas du tout noble. Mais il était éduqué, Oui, fils de bourgeois, hein. oui, il était éduqué, Mm. mais s'il n'avait pas eu le duc de Richelieu pour vanter ses mérites, ça aurait été certainement beaucoup plus galère Ouais, bien sûr. d'attirer, de publier ses premiers textes. Donc oui, il y a ce système-là aussi qui rentre en compte, et maintenant, c'est un peu toujours le cas, hein, franchement, enfin c'est différemment, mais je veux dire, tu veux te faire publier, si tu connais pas quelqu'un, c'est quand même galère, hein. Ouais, Quand tu vois tout ce qui se fait, en fait, on dit, il y a une phrase assez marrante et assez triste en même temps, on dit qu'il y a plus d'écrivains que de lecteurs aujourd'hui. Donc, peut-être. ouais, Bah, c'est une loi de répartition aussi qui fonctionne un peu partout dans quasiment tous les domaines, euh, même en économie. Plus tu vas avoir d'une certaine chose, plus cette chose va se concentrer sur un très petit pourcentage de la population. Ça marche pour l'argent et ça Mm. marche pour l'édition. Et ben, 99% des recettes de l'édition vont à trois auteurs, tu vois, à peu près. C'est ça. Euh, Oui, bah ça marche dans le théâtre, hein, finalement. Le Ça marche dans ministère le de la théâtre aussi, oui. Culture, voilà, il y a 5 théâtres nationaux, 6 qui se partagent 90% du budget, Ouais. et le reste, un petit Ah ben, peu, et démerdez-vous. ça c'est Ouais. quelque chose. Ça c'est quelque chose dont je voulais te parler. Merde, tu fais bien parce que j'allais oublier. Ouais. Euh, la façon dont on subventionne le théâtre en France, ou même le fait de subventionner le théâtre ou l'art, pour moi, commence à me poser un petit problème éthique. Bon, honnêtement, j'ai rien compris, hein, mais Ah, pas, c'est... Non, non, mais ouais. au ce système, pas à ta Ah, pas à question, ma question, t'inquiète, mais d'accord. Non, non, à ce système de subvention, j'y comprends rien. Moi, ça me pose problème aussi, parce que bizarrement, ça dépend beaucoup du fond, en fait. Et clairement, moi, ce que je fais, c'est pas le genre de truc qu'on a envie de subventionner. Non, c'est sûr. Voilà. Mais Pas, j'en pas que parlais. ce soit nul, hein, c'est juste. Non, c'est au contraire, justement, c'est trop accessible, en fait. C'est un peu ça, ouais. Mais non, mais tu sais, j'en parlais, c'est une fois, j'ai eu la chance de m'entretenir avec le directeur de production d'une très grande salle où je travaillais dans le temps, et que je voulais solliciter justement certains conseils, et qui lui me disait, il venait avant d'atterrir dans cette grande salle assez prestigieuse, en tant que directeur de production, il avait un parcours avant où il était beaucoup en Suisse et en Belgique, par exemple. Et que dans ces pays-là, euh, ce qui fait le plus gros du financement des spectacles et de la survie des salles, c'est le mécénat. Hmm, Et ouais. voilà, en France, on n'est pas trop là-dedans. Non, on n'aime pas Donc ça, non. je sais pas, je saurais pas dire qu'est-ce qui est le mieux. On peut se dire qu'il y a une attention de la part de l'État français à vouloir faire survivre sa culture à travers ses subventions. Mais en même temps, c'est très élitiste, ça Hmm. pour le coup, là on peut vraiment parler de ce terme. Et que le mécénat, voilà, à contrepoint, bon bah finalement c'est quoi? C'est une histoire de copinage, qu'est-ce que c'est? Je saurais pas dire qu'est-ce qui est le mieux. Donc tu as un théâtre qui a décidé, ça faisait un peu scandale, mais en même temps, en y réfléchissant, moi je trouvais ça, enfin ça méritait réflexion, qui décidait
avant que le spectacle ne commence, de diffuser un écran pub, un Mhm, peu comme au Cinoche, tu vois. mhm. Et c'est vrai que bon, t'as cette première réaction de dire ah c'est bizarre, enfin on vient pas pour ça, on est gavé de pubs partout, société de consommation, hein, bon. Ouais. Mais je me dis après, bon bah oui, société de consommation, ça tourne autour de ça. Si ça peut aider les salles à bien survivre, à pas fermer et à faire plus de spectacles, franchement, moi je veux bien le faire, hein, Oui, oui, c'est toujours après, c'est toujours le produit, le bon produit qui convient à ce que tu fais. Sur YouTube, ils font ça beaucoup, hein, mais certains YouTubeurs Oui, oui, oui. vont avoir ils vont faire comment ils appellent ça déjà ah bon, ils vont se faire Des trucs orientés un peu. promouvoir par une marque qui va être en rapport avec ce qu'ils font. Du Ouais. gaming, ça va être un peu de gaming ou des trucs internet ou des Oui, VPN, bah tout oui, ça. ça Ouais. va de soi, ouais, après. Si c'est un truc de maquillage, tu vas avoir du maquillage qui va Mm. faire un plugin, tu vois. Donc si ça a un petit rapport, et si c'est fait honnêtement, le truc c'est que les youtubeurs, on les pardonne de ça, mais c'est quand ils le font très honnêtement. Ils disent, bon bah voilà, moi YouTube me permet pas de financer mon activité, C'est juste par les sûr. revenus pub de YouTube, donc je me fais promouvoir par une entreprise, sponsorisée Bah, par une attends, de toute entreprise. façon, ça existe depuis 1000 ans, hein. Enfin, je veux Oui, dire, la télé vit de ça, oui, la radio vit de mais pourquoi le ça. théâtre non? Pourquoi c'est mal vu? Pourquoi on a cette, cette image d'élitisme où on doit être en dehors de toute demande commerciale? C'est aussi, il y a des gens qui Non, mais vivent derrière. c'est fait, hein. De toute façon, c'est fait Mm, différemment. Mais voilà, les mm, costumes sponsorisés par mm, telle marque ou des choses comme ça, bien sûr que ça existe, hein. mm, Ou même pour financer, c'est pas forcément des choses qu'on voit sur la scène, mais ceux qui vont financer le voyage pour les tournées mm. ou les hôtels partenaires, bon bah voilà, ils seront quand même, c'est le petit livret qu'on te donne au début du spectacle. T'auras les partenaires qui se Ouais. font sans problème. Donc ça existe comme partout. Le spectacle vivant est aussi un business. Donc ça existe maintenant. C'est vrai que l'écran pub avant la pièce peut faire débat parce que c'est imposer des choses aux gens et qu'on n'aime plus trop ça. Mais je veux dire, ça se fait tellement. Je veux dire, ça se fait sur les réseaux sociaux, hein. Tu défiles ton fil d'actu, tu as toujours une pub entre les deux C'était pas qui toujours se le cas, fait et hein. qui est très orientée. Bah C'était non, c'est pas pas toujours toujours le cas, Non, mais forcément. c'était pas toujours le cas avant. Ouais, Moi, je me ouais. rappelle les débuts de Facebook, il n'y avait pas de pub. Bah oui, c'est sûr. Il n'y Ouais. avait pas de pub. Bah bon. Et début, moi, nous, c'était quoi en France? C'est 2009, 2010 que ça commence vraiment en France. Euh, Facebook, ouais, enfin ça existait avant, mais mais ça existait avant. oui, c'est sûr qu'il n'y avait pas de pub, ouais, mais Oh. c'était en même temps, c'était beaucoup plus du second degré les réseaux sociaux à l'époque. Enfin, moi je me rappelle, c'est peut-être aussi l'âge, parce que bon, je sortais du lycée, on va dire, mais je trouvais que c'était très second degré les réseaux sociaux. T'avais que des gens que tu connaissais, Hmm. on s'envoyait des conneries, on faisait des questionnaires à la con, enfin c'était Ouais. les photos marrantes, etc. Maintenant, il faut que ce soit Ah non, très cadré, ça tout doit être ça. cadré là. Ouais. T'as des milliers d'abonnés que tu connais pas, et il en faut toujours plus. Donc bon, c'est plus du tout la même utilisation, c'est plus le même Surtout, délire, quoi. ouais, surtout si tu es dans le spectacle ou dans la culture, tu dois être vu par les gens. Ah bah oui, mais même partout, tous ceux Hmm. qui se lancent dans une entreprise, en fait, Non, hein, même en dans ce la moment, ouais. pâtisserie, dans les trucs, enfin, Ouais, ouais. ça y va de partout, quoi. Mais là où je pense qu'il y a peut-être une question politico-philosophique sur le fait de subventionner de l'art par l'État. Alors ça a plus ou moins toujours existé, hein, euh, mais la façon dont c'est fait en France, alors en général, ils essaient d'avoir un peu de diversité quand même. Il n'y a pas une vraie censure de quelque chose, donc ça, genre à Mm. ce genre de théâtre, Au contraire, hein. on va pas À donner. partir du moment où tu finances la colline, il y a aucune censure, hein. C'est sûr que... Oui, oui, mais rien que le fait, je sais pas, j'y pensais récemment, mais rien que le fait que l'État soit quasiment le seul euh, investisseur dans du spectacle contemporain, par exemple, ou du théâtre moderne, me pose un peu problème. Me pose un peu problème, pourquoi? C'est comme si c'était un art d'État, en fait. Alors oui, il n'y a pas de censure et oui, il y a beaucoup de diversité. Ils feront en sorte que il n'y ait pas un vrai clivage entre ce qui se fait par l'État et ce qui se fait dans le privé, mais il y en a un, un petit peu sur le genre. On le cultive en même temps, ce Mm, clivage, hein. oui. Qu'il y ait des spectacles subventionnés, d'autre part, moi en soi,
je, je pense qu'on peut bien vivre avec, en fait, Mm. franchement, voilà. D'ailleurs, les acteurs, enfin, il y a des acteurs qui alternent entre les deux, c'est pas... C'était pas trop le cas il y a 10 ans, 15 ans, par exemple. Ouais, encore que j'aurais peut-être dit que ça l'était peut-être encore plus, mais non, je sais pas. Enfin, je trouve qu'on clive encore plus, tu vois, maintenant, Ouais. quand tu vois même avec la téloche, hein, quelqu'un qui va faire une série télé, bon bah c'est mort, tu feras que de la télé toute ta vie, quoi. Mm. C'est fini, quoi. Il y a des exceptions toujours, mais Mm. il y a quand même beaucoup de ça. Et non, mais moi en soi, ce truc me dérangerait pas, qu'il y ait du théâtre public, du théâtre privé, que l'État décide de donner de la thune à telle salle et pas à telle autre. Bon, admettons, mais on cultive vachement cette espèce de dichotomie entre les deux, comme si c'était deux ambiances différentes. Les Molières, bon, personne ne les regarde, mais quand même, ça existe toujours et on en parle. On récompense un privé, un public. Excusez-moi, c'est ma faute. Oui, Ah, tu on a un disais. appel. On subventionne le privé, le public. Enfin, oui, non, on récompense le privé, le public, aux Molières. Oui, de Que façon personne. Voilà, distinctive, c'est. distinctive, de façon distincte, m'a toujours paru très bizarre ça. Hmm. Meilleur spectacle de théâtre privé, meilleur spectacle de théâtre public, c'est du théâtre, les Bon, de toute deux. façon, oui, on s'en fout, hein. Il n'y a pas de spectacle qui mérite d'être récompensé spécialement. Plus que d'autres, c'est une soirée théâtre. Enfin voilà, moi je suis pas contre les Molières dans la mesure où je me dis, bon, c'est une manière aussi de parler théâtre. Et en même temps, je me dis pour tous ceux qui n'habitent pas à Paris, et même ceux qui y habitent et qui n'en ont rien à foutre du théâtre, bon, à la limite, ils vont pas regarder, mais je me dis, c'est vrai que c'est pas comme le cinéma où c'est tous les mêmes films partout, en même temps, quasiment, dans les salles, partout en France. Le théâtre, bon, bah, t'as des pièces, ça se joue à Paris, des fois ça part en tournée, mais pas toutes. Donc Hmm. c'est vrai que c'est assez bizarre finalement cette soirée des Molières qui a un côté très parisien finalement. Enfin moi je comprendrais qu'on en dise ça parce que les trucs se jouent à Paris et partent très peu en tournée. Et surtout dans le public, hein, parce que la comédie française finalement reste très souvent à la comédie française ou alors va à l'étranger Hmm. parfois. Mais bon, ils font pas la tournée des municipaux en France, quoi. Mais en tournée où? C'est ça aussi, il n'y a pas les structures forcément, parce qu'il y a des Ouais. grands théâtres nationaux dans les grandes villes, mais tu peux plus faire comme Molière et aller dans les bourgs et faire du théâtre, pour ces spectacles-là en tout cas, c'est plus possible. Mm. Donc il y a un problème d'accès. Et je pense que ce problème d'accès donne cette image d'élitiste au théâtre qu'on a aujourd'hui. Et parce que voilà, on n'y a pas accès. Jean Vilar a raté, hein, le théâtre national populaire, Mm. ça a foiré. On, on l'étudie à la fac de théâtre comme cette grande utopie, mais c'était sûr que ça allait foirer. T'as pas les structures pour. Ouais. C'est, c'est, c'est. Enfin, je sais pas. Non, mais après, c'est faut proposer plusieurs choses. Moi, Mm. j'ai envie qu'on soit quand même positif 2 minutes. C'est il y a non mais c'est vrai, je pense que partout et dans toutes les villes de France et les grandes villes de France qui ont la chance d'avoir plusieurs théâtres, tu as des choses qui font une bonne proposition d'accessibilité Mm. avec des tarifs réduits pour les jeunes, pour les étudiants, tout ça. Mais après, c'est au niveau de la programmation. Ce serait bien de proposer plusieurs choses. Pas souvent les mêmes gars qui reviennent et les mêmes trucs qui reviennent et la même ambiance. Qu'il y a un peu tout le monde qui y aille, qu'on donne envie aux gens d'y aller et qu'on propose aussi des choses différentes. Ça, déjà, c'est un premier truc qu'il faudrait mettre en place parce que on peut dire quand même qu'il y a moyen, même si t'es pas très riche, d'aller se faire des spectacles au théâtre avec des conditions particulières dans plein de salles qui existent et qui sont chouettes. Seulement, il faudrait une carte de programmation qui soit quand même beaucoup plus variée et Mm. qui donne envie aussi, parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui trouveraient leur compte en allant voir tel spectacle, mais bah, ils n'ont pas l'envie d'y aller parce qu'il y a d'autres choses et c'est pas dans leur délire d'aller découvrir un peu ce que c'est le théâtre. Donc ça revient un peu à ce qu'on disait avant sur le fait de donner envie aux gens d'aller au théâtre, sur cette image que ça peut avoir. Mais c'est clair que les salles proposent quand même pour beaucoup des bonnes choses, dans le privé comme dans le public Oh, d'ailleurs, hein. oui, Les oui, oui. théâtres parisiens associés proposent des places à 10 balles pour les moins de 26 ans, du mardi au Et jeudi, c'est sans pas, et c'est exception. pas Je rentable. viens de faire leur pub, hein, c'est bien. Mais c'est pas rentable du tout, du tout, du tout. Ouais, c'est pas Ah, on est à rentable, mais perte c'est là. toujours mieux que le remplissage, hein. Oui. Mais C'est oui, clair, hein. c'est ce que j'essaie d'expliquer ça aux gens qui connaissent pas très bien le théâtre. Je dis, si vous voulez qu'une pièce de théâtre soit vraiment rentable, mais vraiment, si vous avez par exemple 5 comédiens sur scène, un metteur en scène et une équipe technique, tout le barda, il faudrait quasiment faire payer, en fonction de la jauge, entre 40 et 70 euros la place.
Mm. C'est pas possible, personne Bah n'ira au oui, théâtre. c'est une entreprise, hein, clairement. Mm. C'est Personne ça, n'ira au quoi. théâtre dans ce cas-là. Ouais. Euh, donc, moi, je cherche dans ma tête, j'essaie de voir comment on peut jouer le jeu du capitalisme au théâtre. Comment on Ouais. peut essayer de le rendre plus rentable. Et j'ai pas de réponse, hein, mais Bah, on cherche. est-ce que en faisant ça, est-ce que en jouant le jeu du capitalisme, parce qu'il y a des théâtres qui font des places à 70, 100, 150 balles. Bien sûr, bah, tu as les Euh, catégories, hein, oui, toujours, bien voilà, sûr. qui sont mises en place. Donc, Mais voilà, là c'est que les riches qui peuvent se payer ça. C'est même pas classe moyenne haute, hein. Là, si tu veux y aller avec ta famille, tes enfants, ta femme, mm, c'est 500 balles la soirée, quoi. c'est clair. Plus le resto, plus le. Voilà. Donc comment on peut rendre ça? Et peut-être que c'est pas possible. Peut-être que c'est pas possible de rendre le théâtre rentable. Et c'est ce que, à mon avis, les États se sont dit au moment où ils ont mis en place les subventions, au moment où il y a Malraux qui fait, qui rentre, qui crée ce ministère de la culture. C'est-à-dire, bah, la culture, c'est l'exception française, hein. La culture Ouais. n'est pas rentable, ne le sera jamais. On va donner du fric. Ouais. Mais est-ce que ce système-là est pas en train de se casser un peu la gueule Ah parce bah, on que en on a donne de moins en tellement, moins, ouais, on a tellement forcément. d'autres divertissements aussi et d'autres Ouais. aujourd'hui qui sont extrêmement accessibles. Qu'est-ce qu'on peut faire nous pour Bah, déjà, évoluer avec le temps? on peut débattre de la répartition justement du Hmm. fric dont parle Malraux, hein, comme je disais tout à l'heure, hein, qui est 6 théâtres nationaux qui se partagent 90% du budget, c'est quand Mhm. même problématique. On peut peut-être, voilà. Et pour des fois céder à des caprices, hein. Le nouveau directeur de telle salle a décidé de refaire la déco. Vas-y, fais-toi plaisir. T'es directeur d'un théâtre national, tu fais ce que tu veux. Bon, voilà, il y a des choses à dire là-dessus, mais bon, c'est trop compliqué. Enfin, mais puis moi, je connais pas non plus tout en détail. J'ai pas fait d'enquête journalistique, mais Mhm. il y a des choses à faire là-dessus. Il y a des contrats, on peut parler des contrats aussi dans le privé, les contrats de, tu sais, on a fait des petits théâtres, comme tu disais, les contrats de co-réalisation, de coproduction. Voilà, si on n'avait pas ça, moi je pourrais sans problème payer 5 comédiens tous les soirs, même en faisant la moitié de la salle. Oui, je pense, ouais. Donc il y a de ça aussi mais si les théâtres en viennent là, c'est moi j'ai pas envie de les viser directement parce que c'est sûr qu'il faut que ce soit rentable pour eux aussi de faire tourner une salle. Et qu'est-ce que ne fait pas l'État pour eux pour qu'ils puissent conserver leur structure sans tout gratter aux petites troupes qui viennent et qui n'ont pas de thunes au statut associatif. Donc Mhm. c'est eux aussi qu'il faut aider de la part de l'État qui pourrait plutôt que des fois de subventionner des merdes puisse un peu aider aussi ces petites structures comme il se doit à ce qu'elles puissent survivre dans leur bâtiment, mais même avec des garanties, hein, la garantie que le fait que les spectacles vont tourner, il va y avoir des choses qui se font au fur et à mesure et que des gens viennent et qui font en sorte que les gens viennent aussi avec la com, tout ça. Voilà, il y a c'est tous ces petits trucs qui te font bouffer le fric en fait. Ouais. Là, tu Qui parlais font que des. tu sais, quand tu fais un spectacle, quand tu es une petite troupe, bon, on a joué tous les deux sans être payés, hein, Ah, on voilà. a quasiment fait que ça, hein, Bah ouais, donc on n'est pas payé parce que c'est en fait le salaire des comédiens et des comédiennes, il arrive en dernier plan. Il y a des choses qu'on peut pas négocier. Il faudra payer la salle, il faudra payer la com, les affiches, les flyers, tout ça, tout ça, tout ça. Parce qu'il y a beau avoir des réseaux sociaux, ça fait pas tout. On continue quand même de faire de l'affichage et d'imprimer des flyers. Et tout ça donc bouffe le peu de thunes que tu peux gagner, que tu peux avoir au départ et que tu peux ensuite avoir pour les recettes. Et donc le salaire de ceux qui ont vraiment travaillé vient après. C'est pas normal, Non, c'est pas normal. clairement, mais on le Non. fait parce que bah il y a pas trop le choix avec les autres trucs, on ne peut pas négocier. Parce que ta Bah, les passion, aides, c'est ça, ouais. tu vois. Ta passion est négociable en fait. C'est ça Moi qui qui ai ma est. petite structure, justement, en fait, c'est ça que j'essaie de négocier, moi, en trouvant des aides, de me dire, voilà, on peut peut-être prendre en charge tel aspect du truc. C'est pas tant filez-moi un chèque et j'en fais ce que je veux. Voilà, c'est de dire, bah tiens, voilà, j'ai besoin de tant de budget pour ça, pour la com, par exemple, et Mhm. voilà. Et si là-dessus je peux être aidé, pris en charge, c'est cool. Ou sur le salaire des comédiens, et moi je m'occupe de tout le reste. C'est des trucs comme ça qu'il faut essayer de négocier. Mais bon, parmi tant d'autres choses, hein, moi non plus, j'ai pas la solution ultime. Et comme Mhm. toi, je me pose plein de questions sur Ouais. Les jeunes comment faire troupes, que ça aille mieux. les jeunes troupes payent les pots cassés, hein, de tout ça, hein. C'est terrible. Mais euh, pour ceux qui savent pas, c'est que quand tu commences en théâtre et que tu crées une association loi 1901 au début, Mm. et qu'après tu prends ta licence de spectacle, Ouais. c'est après, hein, c'est plus tard. euh, tu pars un peu dans l'inconnu total Mm. quand tu commences.
Il n'y a aucun chemin, et même il n'y a aucune structure qui va t'apprendre comment faire. Que ce soit les conservatoires les régionaux, les conservatoires municipaux, les grandes facs de théâtre, les grandes écoles de théâtre, aucun ne t'apprend comment fonctionne l'économie du spectacle et comment fonctionne la structure administrative autour de l'économie du spectacle. Tu dois apprendre tout seul et tu te casses les dents là-dessus au début. Mais quelque part, parce qu'il n'y en a pas vraiment. Je sais pas s'il y a vraiment une économie du spectacle. Tout le monde fonctionne tellement différemment. Entre les Mm. nationaux, les privés, même au sein des privés, entre les coprods, les coréas, les locations, c'est pas pareil. Les municipaux, je sais pas si je t'ai déjà dit, enfin bon, bref, les festivals, tout ça, est-ce qu'il y a une économie du spectacle vivant? Franchement, j'en doute, hein. Alors peut-être quelle est la solution, peut-être qu'il faudrait homogénéiser tout ça. Ouais, bah oui, c'est ce que je Mm. disais, c'est ce que je sous-entends en tout cas en parlant d'une répartition un peu plus juste et d'une prise en charge de tous les lieux culturels sans exception. Parce que les théâtres privés, totalement privés, on leur donne zéro thune, mais ils payent leurs impôts. Mm. Donc l'État prend quelque chose Mm. finalement. Mhm. Je pense qu'on pourrait redistribuer un peu tout ça. Et voilà, et les artistes qui ont eu la chance de faire un carton et d'être plein de thunes, et donc qui payent 75% d'impôts, ou 70, enfin je sais plus où on en est maintenant avec l'ISF, mais je me dis voilà, le prélèvement des impôts pourrait peut-être aller sur une cause qui est rattachée à celle qui fait qu'on a gagné autant d'argent. Donc quelqu'un qui gagne 1 million par mois parce qu'il fait des trucs énormes, bah, le prélèvement qu'on fait sur ces impôts, on pourrait peut-être leur distribuer à la culture. Enfin, moi c'est ce que je me dis, moi si demain je deviens super riche grâce à la culture, je suis dessus, hein, franchement, je suis dessus. Mais, et qu'on me prend 70% de mes impôts, sachant que j'en paye pas maintenant, hein, mais qu'on me prend 70% d'impôts, je sais pas, je pense que j'aimerais demander à ce que bah, tout ce fric qu'on prend de mes impôts soit reversé à des choses en rapport avec la culture, et pas pour payer les billets de train des députés, ou les homards. Plus, ouais, parce que le billet de train c'est fonctionnel quand même. Le homard peut-être. Le homard peut-être qu'ils peuvent se le payer tout seul. Ça je dirais pas non. Euh, bon, je pense qu'on a fait un bon tour du sujet aujourd'hui. Oh oui, entre autres, hein, C'est, je suis curieux de voir comment ça va évoluer. Je suis curieux de voir comment. Est-ce qu'il va y avoir un rush dans les théâtres à la rentrée? Parce que c'est. Bon, les théâtres ont rouvert déjà un certain, mais je pense que c'est à la rentrée qu'on va. Avec les rentrées théâtrales qu'on va voir ce qui va se passer. Ils vont s'il y a plus avoir. de jauge, ouais. Ils vont avoir leur peuple de d'habitude, hein, les gens qu'on voit tout le temps dans les théâtres, qu'on voit les mêmes personnes dans le cercle des théâtres nationaux. Ils vont Certainement, être ouais. là. Est-ce que on va avoir un public nouveau? Peut-être, je sais pas. Ça me paraît peu probable, mais Ouais, moi j'espère, c'est à nous de le faire aussi, justement, le fait qu'on puisse vulgariser aussi ce qui se passe au théâtre est très bien. C'est peut-être à ça que peut servir le digital, comme tu disais tout à ouais. l'heure, qu'on fasse des promos et qu'on en parle, et que ce soit écouté par des gens qui aient envie de venir voir ce que c'est, en sachant que ce ne sera pas forcément comme ce qu'on leur a appris, avec une image très chiante et très vieille. Mais il y a un truc qu'il faut savoir en plus, c'est tout à l'heure je parlais d'être positif 2 minutes et restons-le encore un peu, Hmm. mais on a cette chance encore en France, à Paris particulièrement et en France, d'avoir énormément de salles, Mhm. d'avoir énormément de théâtres qui Mhm. sont toujours ouverts, qui survivent malgré les difficultés. Comme je disais tout à Mhm. l'heure, le milieu du spectacle c'est déjà difficile en temps normal, Mhm. enfin avant la Covid. Ou le Le Covid. Covid. Le Et Covid. pourtant, voilà, ces théâtres sont toujours restés ouverts. Et t'en as qui sont vraiment des exceptions sur certaines choses. Je pense à la Comédie Italienne, qui est une petite salle dans le 14e et qui est le seul lieu en France où tu peux voir des spectacles de commedia dell'arte dans la pure tradition, tout ça. Et l'État n'aide pas ça. Je trouvais ça quand même assez con de se dire, pour le coup, il y a un côté patrimoine à ça, de pouvoir venir voir commencer un spectacle de telle nature et qui, mine de rien, a fini par survivre. Plusieurs fois, j'ai vu cette salle qui disait c'est fini, on ferme, et qui finalement est toujours là, Ouais. arrive à survivre grâce Mhm. à certains trucs. Mais on a cette chance encore en France d'avoir toujours du théâtre, des salles qui sont ouvertes, et même si c'est compliqué, on survit et on a toujours envie d'être là. T'as des pays d'Europe où, voilà,
en Allemagne, en Italie, qui pourtant sont des grandes patries théâtrales, il n'y a pas à dire. Et il reste très peu de salles, quoi. Je veux dire, même dans les grandes villes, il reste 2 théâtres monumentales, un peu dans le côté tradition, tout ça. Nous, tous ces petits théâtres qu'on peut avoir de quartier sont très importants, survivent encore et ils ont besoin du public. Et il faut se dire que c'est pas parce que on va être dans un petit théâtre qu'on va forcément voir un petit spectacle. ouais. Ouais, ce sera un petit spectacle dans la forme si on veut, mais pour autant qui peut être moins chiant que des trucs de 15 heures qu'on va voir à la Philharmonie, quoi. Oui, la fac de théâtre nous a beaucoup vacciné de ça. Voilà. Ah la vache. Des spectacles de 4 heures en bulgare sous-titrés et voilà, qui mais n'ont oui, aucun y a sens. pas- Et qui n'ont aucun sens. C'est pas que ce soit en bulgare, hein, mais le scénario n'a aucun sens. Tu suis pas ça, c'est hyper intellectuel. Et pourtant, tu vois, comment je discute, comment je parle, je suis intellectualiste, on va dire. Oui, Je réfléchis oui, beaucoup. Mais là c'est quand même se foutre de la gueule des gens, je pense. Mais ce que je voulais dire, pour rester positif, comme tu disais, c'est autant j'adore regarder des séries, j'adore regarder des films sur Netflix, j'adore jouer aux jeux vidéo et regarder des trucs De cul. accessibles. De quoi? De cul? Oui, C'est la fin de l'émission, ok, pète un câble, un peu. des trucs de cul, pourquoi pas? Mais ce que je veux dire, c'est que rien au monde ne m'a donné autant d'émotion Ah, que de voir une excellente pièce au théâtre. Parce qu'on voit les acteurs suer sans larmes et eau. Euh, c'est... Alors, par contre, quand c'est chiant, c'est encore plus chiant que si tu regardes à la télé un truc. C'est parce que tu peux pas te barrer, enfin, Et tu peux pas faire autre chose. Il y a un contrat social très très strict à se barrer. Tu peux, hein. Ouais, non, mais en plus, moi, Mais- j'aime pas. Mais Non, j'aime c'est pas non vrai plus, que- mais c'est... Non, mais tu peux Ça pas, se- tu regardes un truc chiant à la télé, bon, bah, je sais pas, tu vas prendre ton téléphone, tu vas continuer une ou deux conversations, Ouais. tu vas te branler, enfin bon, je sais pas, on coupera ça, non, c'est bon. Mais ouais, et alors qu'au on théâtre, coupe rien. mais justement, tu vois, ça, tu posais la question au début, qu'est-ce qui différencie un spectacle d'une série, du truc, bah, c'est une bonne raison. Ouais, On n'est bah, pas je suis obligé de d'accord. trouver des trucs pragmatiques, de toute façon, est-ce que c'est Non. pragmatique, tout ça, j'en sais rien. Je cherche aussi des Mais trucs tu sais, mais en pragmatiques. plus, c'est bien ce que tu dis, parce que moi, je suis retourné il y a 2 jours au cinéma, donc, qui viennent de rouvrir. Et c'est marrant parce que moi, je suis abonné à une grande chaîne de cinéma depuis 2008. Donc, J'ai vu la photo sur ta story ouais, avec depuis ta 2000 gueule de bambin, c'était très voilà, rigolo. depuis 2008, je vais au moins 2-3 fois par semaine au cinéma, sans exception. Wow. Voilà, ça fait partie de mes délires. Puis vu qu'il y a des séances de 8 heures du mat à minuit, enfin voilà, tu trouves toujours moyen d'aller au cinoche. Ça a toujours été dans mes habitudes, mais tellement que j'avais pas la sensation que ça me manquait véritablement en fait quand ça a fermé, parce que bah, déjà c'était fermé, donc je ne loupais rien. C'est pas comme quand tu pars ou que tu peux pas, ou tu te dis merde, en plus je loupe des trucs, là tu loupais rien. Ouais. Et puis je savais que ça reviendrait, enfin je ressentais pas un manque terrible, en plus tu avais le cinéma à la maison, tout ça, tu pouvais continuer de regarder des films, donc voilà. On n'était pas bloqué, ouais. C'est ça, ouais, je pense, c'est peut-être un peu comme quand t'es marié et que ta gonzesse se barre 15 jours, tu te dis elle te manque, mais en même temps tu sais que tu vas la revoir, enfin bon, je fais des comparaisons bizarres, mais là c'était ça en fait, et j'y suis retourné. Quand t'es marié et que ta femme se barre 15 jours, tu as 5 jours de yeah et 10 jours de quand est-ce que tu rentres? Voilà, oui, bon, ouais. Enfin, bon, je sais pas, j'ai pas encore été marié, si... on laissera mon numéro au générique, hein, si jamais. Oui, tout à fait. Mais ouais, et là j'y suis retourné et je me suis dit, putain, je me suis rendu compte en fait à quel point c'était authentique, à quel point, bah ouais, ça faisait partie, enfin ça m'avait manqué sans que je le sache, enfin j'ai retrouvé des frissons, des émotions, des larmes, des rires. Le film était très bien aussi, il faut dire, enfin le film m'a vraiment transcendé. C'était quel film juste C'était le pour film Miss. Miss. Donc c'était sorti c'est sorti en DVD depuis d'ailleurs, c'est pour dire, mais ils ressortent un peu au cinéma histoire de. Nous sommes dans une période extrêmement bizarre. Très bizarre, ouais. Ouais. Mais voilà, ça interroge un peu sur les identités de genre, parce que c'est l'histoire d'un jeune garçon qui veut devenir Miss France, mais sans pour autant changer de sexe. Et pourtant, moi, je suis pas fan de Miss France, hein, mais voilà. Mais le film a vraiment transcendé, et je sais pas, je me suis dit. Il y a sûrement du film, mais il y a aussi ça, de retrouver le cinéma, le grand écran, où c'est vraiment pas pareil. Et ça, je l'avais déjà découvert en voyant des films au cinéma qui m'avaient troué le cul, et après je les ai achetés en DVD pour les regarder chez moi. C'est pas pareil. Il y a peut-être aussi le fait que je connaisse le film déjà aussi,
Mais ouais, j'ai retrouvé tout ça. J'étais dans un drôle d'état après, vraiment. J'étais Ouais, dans une redescente j'imagine. Ouais. assez exceptionnelle. Donc ouais, on s'interrogeait aussi sur le cinéma. J'entendais même des gens qui disaient le spectacle vivant, je me fais pas de soucis, ça existe depuis l'Antiquité et ça a survécu à toutes les avancées technologiques. Le C'est cinéma, pas c'est vrai faux. que me fait un peu plus peur parce que ce côté accessible à la maison depuis chez soi avec des écrans géants, avec des Mm, rétroprojecteurs qu'on peut tous avoir, et le prix des places mm. aussi. C'est vrai que maintenant, bon, moi je suis abonné, donc je le Ouais, bon, le rentabilise prix des places largement. augmente et augmente et Le augmente. prix des Ouais. places, et donc ouais, on peut se faire du souci, mais ce serait dommage. Ça change vraiment quelque chose, le film sur grand écran, Oui, bien sûr. indiscutablement. Bien sûr, bien sûr. Ouais. C'est pas une analyse idiote, je pense. C'est vrai que oui, le cinéma est contraint par sa technique et par le fait que sa technique est réplicable Mm. aujourd'hui à grande Mais échelle. au-delà même de la technique, il y a cet aspect sociétal dont on parlait Mm. aussi, de se mélanger à d'autres gens. Et putain, il nous faut ça, quoi. Mais c'est Aussi, je difficile. me dis, le c'est- confinement, même, Mm, c'est des réflexions qu'on avait avant le confinement. Et mm. moi, je me dis, peut-être ces foutus confinements auront le mérite de réinterroger ça, de redonner envie aux gens de se mélanger dans une salle de spectacle, dans une salle de cinoche, et aux terrasses, bon, on l'a bien vu dans les bars et tout, chouette. Mais c'est ça, on a beau pouvoir faire le cinéma chez soi, se mélanger à d'autres gens, ça change. Et j'ai remarqué ça, même moi, des fois, parce que bon, je vais à des séances à toutes les heures. C'est vrai, quand une séance, un mardi à 11 h du mat, où je suis avec 3 Pékins dans la salle, et une salle pleine, j'ai l'impression que c'est pas le même film, limite, quoi. Enfin, Mm. c'est pas les mêmes choses qui sont renvoyées, surtout quand c'est un film comme une comédie qui suscite des réactions, donc des rires, où le film paraît encore plus drôle, en fait, Ouais, d'être bien sûr. mélangé à tout ça. Donc, ouais, il faut ça, il faut qu'on continue de se mélanger les uns les autres, même si on risque de s'échanger des bactéries. C'est très bien aussi. Je vais, Faut qu'on je, aille là-dessus, quoi. je crois qu'on va bientôt s'arrêter là. Juste pour finir, je pense peut-être que ce virus ça aurait été quelque chose qui nous fera penser à quel point c'est important d'avoir un tissu social euh, avec les écrans et nos réseaux sociaux. Mais On va oui, peut-être passer un peu outre. Bon, ben Florent, merci beaucoup bah merci d'être à toi, passé. Et puis avec on se plaisir. reverra dans 1 ou 2 ans pour la deuxième version de l'interview podcast. Voir où on en est et on fera le bilan. Ça te va? Voilà, Ah puis bah bon, bah super. nous on se retrouve en octobre sur les planches, hein, parce Ouais, qu'on va rouvrir les théâtres. Théâtre Clavel, Au vous verrez théâtre ça sur nos Clavel. réseaux sociaux Voilà. aussi. Donc Allez, venez nous voir, on a besoin de vous, et on vous fera passer une bonne soirée. très bonne soirée. Promis. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao.